Merci à tous les candidats, madame, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Quand on avait commencé à avoir cette idée d'organiser un débat entre les candidats du MEDEF, on a été 4, puis 5, puis 6, puis 7, jusqu'à 9. Aujourd'hui, pour vous présenter simplement les personnes qui sont autour de la table, il y a 6 candidats, dont une candidature collective qui est portée par Patrick Martin avec Pierre Brageux et qui est présent ici. Patrick Martin est en route pour nous rejoindre, et Fabrice Le Sachet. Et puis il y a eu un candidat qui s'est désisté il y a peu, mais qui a mené une belle campagne d'idées, qui est Jean-Charles Simon. Et donc nous avons aujourd'hui les 6 candidats à la présidence du MEDEF, qui sont donc, pour vous les présenter rapidement, Dominique Carlac, qui est présidente du comité entrepreneuriat du MEDEF et du comité sport. C'est une ancienne athlète de haut niveau. Elle est fondatrice d'une entreprise de conseil en financement de l'innovation. Et elle a beaucoup œuvré pour le soutien de la candidature de Paris au JO. Est également avec nous, alors que je le vois dans l'ordre, pardon, à ma droite, il y a Frédéric Motte. Frédéric Motte est président du MEDEF Hauts-de-France. Il a été vice-président du MEDEF en charge des territoires, dirigeant de Cèdre Industrie, qui est un groupement de PME dans le domaine des machines industrielles. À côté de lui, Olivier Klotz, qui est entrepreneur, directeur général administrateur de Euf de France, une PME de 49 salariés, filiale d'un fabricant allemand d'équipements de contrôle pour lignes d'embouteillage. Nous sommes en Alsace, vous l'aurez reconnu, et donc président du MEDEF Alsace et président délégué du MEDEF Grand Est. À côté de lui, Alexandre Sobo. Alors Alexandre Sobo, tout le monde le connaît, il a été vice-président en charge des négociations sociales au MEDEF, il a été président de l'UIMM, il a démissionné de ses mandats pour se présenter en homme libre. Il est directeur général délégué d'une entreprise qui s'appelle Olot, qui est dans le domaine de l'industrie, également le matériel d'élévation. On verra s'il élèvera le débat. À côté, Geoffroy Roux de Bézieux est vice-président du MEDEF, a été vice-président du MEDEF, puisque lui aussi se présente en homme libre, en charge de l'économie, de la fiscalité et du numérique. Il est président aujourd'hui d'un fonds d'investissement qui s'appelle Notus Technologies, qui investit dans pas mal de domaines. Notamment, il est investisseur dans Olivier & Co, qui est l'huile d'olive haut de gamme qui se vend aujourd'hui jusqu'en Chine. Et il est également connu pour avoir été dans les télécoms avec The Phone House et Virgin. Enfin, Pierre Brageux, alors je n'ai pas votre fiche de présentation sur moi, mais tout le monde vous connaît, vous êtes président du MEDEF Hauts-de-Seine et vous serez donc, quand il arrivera, remplacé par Patrick Martin, qui est donc le candidat de votre collectif, qui est président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes et qui dirige le TI Martin Bellessoud Expansion, distribution de fournitures industrielles. Voilà, pour présenter tout le monde. Alors, pour commencer, le format évidemment est un peu particulier. Ce que je vous propose, c'est, vous avez un minuteur devant vous, c'est à tour de rôle, chacun de présenter un petit peu votre candidature, pourquoi vous êtes candidat et pourquoi cette candidature est un peu particulière. Alors, juste peut-être pour faire un rapide chapeau, est-ce que le MEDEF n'est pas lui-même en train de se faire disrupter, j'allais dire disrupter par lui-même, parce que le monde est en train de changer? Le fait qu'on ait beaucoup réformé le social aujourd'hui, que ce soit la négociation qui va se décentraliser dans l'entreprise, et aussi parce que l'État est en train de jouer un rôle nouveau en termes de gestion d'un certain nombre d'organismes qui sont aujourd'hui dans le paritarisme, fait que on peut se poser la question de à quoi va servir le MEDEF dans les années à venir. C'est un peu peut-être la particularité de ce moment, et vous avez chacun évidemment votre projet, votre personnalité. Je pense qu'il serait intéressant ce matin, une fois qu'on vous aura entendu faire votre premier, si je puis dire, mémo, débattre de ce sujet ensemble. Et je passe la parole peut-être alors pour commencer à Dominique Carlac, puisque vous êtes la seule femme. Alors restez à votre place si ça ne vous ennuie pas. À Dominique Carlac, puisque vous êtes la seule femme parmi ces 5 hommes. Merci à tous. Alors donc j'ai 4 minutes, 3h44, ok. Donc, je vais d'abord me présenter parce que à la notoriété je suis pas la plus connue. Donc voilà, je m'appelle donc Dominique Carlac, j'ai 49 ans, je suis aujourd'hui la plus jeune dans cette compétition, la seule femme, vous l'avez noté. Je suis entrepreneur, j'ai 2 enfants. Je préside ma société que j'ai créée il y a 27 ans à Grenoble.
Et dans le militantisme, je suis un ancien combattant, puisque ça fait 20 ans que je travaille dans mon syndicat professionnel, que je préside depuis 4 ans, l'Association des conseils en innovation, et ça fait 5 ans que je suis engagée au MEDEF avec 2 commissions nationales, la commission dynamique entrepreneuriale, qui a pour but d'inoculer le virus entrepreneurial partout où l'on peut, et puis le comité sport, comme l'a rappelé notre monsieur Loyal aujourd'hui. Alors, moi j'ai pour habitude de me présenter comme étant une mutante. Je suis une mutante bonjour Patrick, installe-toi. Une mutante qui a cultivé depuis fort longtemps la diversité créatrice de valeurs. Alors je répète plus lentement, la diversité créatrice de valeurs, c'est comme l'innovation disruptive de Schumpeter, on fait différemment et pourtant on crée de la valeur. Donc c'est un petit peu mon idée. L'idée pourquoi ? Parce que d'abord j'ai eu un double parcours sportive entrepreneur, ce qui est quand même pas courant, mais surtout je conseille depuis fort longtemps, sans être ingénieur, en ayant eu moins de 30 ans quand je me suis lancé, l'accompagnement des mutations technologiques et des mutations industrielles. Et j'ai pour habitude de dire dans cette campagne qu'à chaque époque, son président. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 20 ans, un peu plus, Ernest-Antoine Seillière avait un slogan qui s'appelait « En avant l'entreprise ». Et il avait fait passer le MEDEF, enfin le CNPF, mouvement patronal, au MEDEF, qui était le mouvement des entreprises. Il avait marketé l'entreprise dans la société. Ensuite, Laurence Parisot est arrivée et elle a fait entrer le sociétal. Elle a dit « L'entreprise, c'est la vie ». Et puis, il y a 5 ans, Pierre Gattaz est arrivé aux manettes et a dit un MEDEF de combat dans un contexte d'exécutif qui n'était pas forcément très pro-entreprise. Aujourd'hui, j'ai la naïveté de croire que le prochain président du MEDEF ou la prochaine présidente du MEDEF sera quelqu'un de la transformation, de la mutation accélérée pour accompagner un MEDEF 4.0. Et je crois que c'est ça la mutation et le rendez-vous avec l'histoire. Il faut incarner aujourd'hui, à travers la présidence du MEDEF, la mutation, la transformation. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans cette campagne. Moi, j'ai 3 convictions aujourd'hui qui sont liées à cette nécessaire mutation et transformation de notre économie française. La première, c'est qu'il faut rompre l'isolement et le cloisonnement des entreprises. Nous sommes à l'image de cet isolement et de ce cloisonnement. Vous l'avez introduit tout à l'heure. Quid des corps intermédiaires ? Nous allons petit à petit nous isoler. Nous ne sommes plus forcément dans le radar. Nous n'allons pas l'être longtemps si nous restons isolés dans nos habitudes. Je pense qu'il faut également nous décloisonner. Le MEDEF est cloisonné, l'économie est cloisonnée. Nous devons incarner le décloisonnement. Alors, quelles sont les priorités et la vision que j'ai du MEDEF d'avenir ? La première, c'est que nous devons être un influenceur, je dis bien un influenceur et pas un lobbyiste, un influenceur efficient et inspirant. J'ai souvent pour habitude de dire nous devons représenter la boîte à idées de la République. Nous devons être une force de proposition. Nous ne devons plus incarner le patronat râleur, grognon, qui se plaint, qui réclame. Nous devons être force de proposition face à un exécutif extrêmement agile, reconnu dans le monde et qui travaille différemment comme nous n'avons jamais travaillé. Et nous devons avoir également cette agilité et cette force de proposition positive grâce aux bonnes pratiques que nous avons dans l'économie et dans nos entreprises. Premier rôle. Deuxième rôle, nous devons être un mouvement utile aux entreprises, à nos adhérents. Et troisième rôle, nous devons conserver un rôle de partenaire social qui exercera un paritarisme frugal, c'est-à-dire ce qui est utile aux entreprises pour en faire plus pour les entreprises, mais de manière plus simplifiée. Merci beaucoup. Alors les 4 minutes, c'est plus ou moins 5%, on va pas non plus... Merci. En plus, vous aviez démarré avec un peu de... Je crois que j'ai fait 3,59. Vous avez fait, absolument. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir revenir. Merci de cette présentation. Alors peut-être... Geoffroy, si vous êtes prêt, allons-y pour votre vadémécum. Je suis prêt, toujours prêt. Bonjour à tous, très heureux d'être là. Donc moi je suis entrepreneur depuis l'âge de 33 ans, dans une des premières vagues technologiques qui était celle des télécoms. Pourquoi je parle de ça ? Parce que la révolution technologique qu'on vit, c'est pas la première révolution industrielle qui touche les entrepreneurs, mais elle a 3 caractéristiques. La première, c'est qu'elle fait des vagues successives de technologies qui rendent les vagues précédentes obsolètes. Le smartphone a remplacé le GSM, et lui-même remplacé par la vague Internet. La deuxième, c'est la vitesse à laquelle ça se produit. Et la troisième, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas simplement la force humaine qui est remplacée par de la force mécanique,
c'est probablement, je dis probablement parce que l'avenir est incertain, l'intelligence humaine qui va être remplacée. Et donc c'est un bouleversement qui est beaucoup plus vaste que celui qu'on a connu et qui non seulement évidemment change les business models, mais change aussi la manière de travailler, la place du travail, le rôle du travail. Le deuxième point de contexte qui me paraît important, ça a été mentionné tout à l'heure, c'est la place des corps intermédiaires. Moi j'étais membre de la commission Attali il y a 10 ans. À l'époque, il y avait un jeune rapporteur général adjoint qui, depuis, a fait une certaine carrière. À l'époque, on disait, dans la commission Attali, je dois avouer que j'étais à l'époque pas adhérent du MEDEF, les corps intermédiaires, c'est des ralentisseurs de transformation. Il faut qu'on devienne des accélérateurs de transformation très vite. Sinon, effectivement, non pas nous allons mourir, comme j'ai pu lire à droite et à gauche, mais nous allons simplement être contournés. Et c'est vrai, mon cher Didier, pour le MEDEF, c'est vrai pour les syndicats, et c'est probablement vrai pour les chambres de commerce. Alors dans ce cadre-là, le projet que je veux porter, il est assez simple, c'est un projet de transformation avec plusieurs caractéristiques. Sur le plan des combats à mener, je pense qu'on est assez aligné sur ce qu'il faut faire pour ce pays. Ça a commencé. J'insisterai juste sur un point qui me paraît fondamental pour l'avenir, qui est l'équité fiscale, normative et réglementaire. Moi, je suis libéral, je suis pour la concurrence, mais on ne peut pas se battre à armes inégales. C'est en particulier vrai pour la fiscalité du numérique et des GAFA. En ce qui concerne le rôle de partenaire social du MEDEF, je crois qu'il est clair pour tout le monde maintenant qu'on n'a plus à négocier au niveau national, on négocie dans les branches ou dans les entreprises. Il reste pourtant un rôle très important qui est celui de préparer l'avenir avec les syndicats. Toutes ces mutations du travail, toutes ces créations d'emplois et ces destructions d'emplois, on doit les anticiper en termes de formation, en termes d'emploi, en termes de compétences avec nos partenaires syndicaux. Ensuite, le dernier point qui me paraît presque le plus important, c'est celui de la pédagogie de l'opinion. On ne peut pas renoncer à ce combat-là. Pourquoi ? Parce que les hommes politiques qu'on doit influencer, et je ne renie pas le mot influence, le métier du MEDEF c'est de l'influence, au bon sens du terme, je sais que c'est un mot qui a une mauvaise connotation en français, les hommes politiques sont influencés par leurs électeurs. Donc c'est ces salariés, c'est ces électeurs qu'il faut convaincre. Alors certes, dans les dernières années, parce qu'on était sur un MEDEF de combat, c'est vrai qu'on nous a beaucoup entendu réclamer et on a peut-être perdu une forme de crédibilité dans cette pédagogie. Mais quand on regarde bien les études, les Français attendent énormément de l'entreprise. Ils attendent du profit, certes, des emplois, mais beaucoup plus. Ils attendent finalement qu'on résolve les problèmes de société que l'État ne sait plus résoudre. Et d'ailleurs, il y a une forme de balancier en quelque sorte. Les Français attendent de moins en moins de l'État, de plus en plus de l'entreprise. Et c'est notre rôle à nous. Alors effectivement, chacun avec ses moyens, chacun avec sa taille d'entreprise, de porter des sujets plus vastes que celui simplement du profit. Je répondrai à la question qui sera peut-être posée un peu plus tard sur ce sujet-là. Donc cette pédagogie de l'opinion, il faut la mener avec des moyens modernes, il faut la mener avec des moyens, avec les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter à aller au combat médiatique, y compris face aux adversaires de l'entreprise, par exemple les gens de France Insoumise, et c'est ce combat-là que je porterai. C'est pour ça que j'ai choisi comme slogan de campagne « La voix des entrepreneurs ». Je vous remercie. Merci. Alexandre Sobo, prenez le micro. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait tout drôle de prendre la parole devant vous, surtout sous le regard bienveillant de Jérôme qui a accompagné mes tout premiers pas dans le patronat il y a quelques années à la FIM. Aujourd'hui, on est à la matinale de la disruption. Alors, je voudrais vous dire, en fait, si je suis aujourd'hui devant vous, c'est pas pour être président du MEDEF. Alors, je vois tout de suite mes voisins se réjouir, mais qui ne se réjouissent pas trop vite. Si je suis candidat aujourd'hui, c'est pour réinventer le MEDEF. C'est pour réinventer le MEDEF face à un monde qui se transforme à une vitesse colossale. La mondialisation qui prend des formes de plus en plus inquiétantes. La difficulté de l'Europe à exister dans le monde. C'est évidemment la révolution et la transformation numérique de nos entreprises qui va à une vitesse colossale. Et puis si je suis candidat, c'est aussi parce qu'on a affaire à un défi écologique. Comment faire en sorte que cette transition écologique, tous les défis du monde, ne se fassent pas au détriment de nos entreprises, au détriment de la croissance, au détriment de l'emploi. Si je suis candidat, c'est aussi parce que je veux transformer le MEDEF, transformer son organisation, en faire, comme je l'ai fait pendant 3 ans à l'UMM, une structure au service de l'ensemble de ses adhérents et des entrepreneurs qui viennent ici, pour qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que
Cette organisation est certes une organisation d'influence, qu'elle doit être en proximité avec les gouvernements, échanger avec les syndicats, faire vivre un dialogue social de qualité, mais elle ne doit pas oublier qu'elle est d'abord et avant tout au service de ses adhérents. Et puis si je suis candidat à la tête du MEDEF, c'est pour mettre mon expérience de chef d'entreprise, 17 ans chez Olot, 15 ans directeur général, sur les chemins vallonnés de la nacelle. Alors des hauts et des bas, quand on fabrique des nacelles, c'est normal, mais on a quand même des expériences parfois un peu difficiles. En 2009, pour Olot, c'est un marché divisé par 4, un chiffre d'affaires divisé par 3, une production divisée par 8. Donc je laisse les chefs d'entreprise présents dans la salle apprécier les enjeux. Cette expérience de chef d'entreprise, c'est 3 ans à la tête de l'UMM, c'est 2 ans à la tête du pôle social. Je veux les mettre au service du MEDEF, je veux les mettre au service d'un projet que je résumerai d'un mot, reprendre la main. Je suis chef d'entreprise comme beaucoup d'entre vous et je pense qu'aujourd'hui, on doit absolument modifier notre façon d'agir, peser sur les choses pour être sûr, pour être absolument sûr que c'est nous qui décidons. Il n'y a pas plus frustrant pour un chef d'entreprise, non pas de perdre une affaire, mais de ne pas avoir pu se battre pour la gagner. On ne les gagne pas toutes. Et donc, cette idée de reprendre la main sur le dialogue social, reprendre la maîtrise de notre agenda social, réinventer le dialogue avec les syndicats, choisir, arrêter de se laisser enfermer dans des négociations contraintes comme on l'a eu sur la formation. Le gouvernement, il nous dit, vous avez tant de temps pour négocier, voilà les sujets que vous négociez, et discrètement, il nous dit en plus, voilà, il faut que vous arriviez. Moi, je ne suis pas engagé dans le monde patronal pour défendre les entreprises, pour respecter à la lettre un agenda gouvernemental. S'il veut réformer, il fait comme il l'a fait sur les ordonnances, et j'ai accompagné cette concertation avec des résultats que vous connaissez tous. Si le gouvernement veut réformer, il le fait. Il ne nous enferme pas dans ses calendriers, dans ses obligations, et en nous faisant passer pour des clowns, quand à la fin de la négociation, il réécrit la moitié de notre accord. Donc il faut réinventer le dialogue social. Il faut aussi reprendre la main sur l'agenda réglementaire, faire nos propres propositions. On en parlera quand on parlera de l'objet social, mais sur beaucoup d'autres sujets. Être promoteur de ce qui peut changer, de ce qu'on peut faire pour éviter les obligations nouvelles et la réglementation. C'est pour ça qu'au cœur de mon projet, il y a une proposition phare que le monde patronal s'engage à augmenter de 50% le nombre d'apprentis dans les 5 prochaines années. Pour répondre aux défis de la jeunesse, pour montrer que les entreprises ont une utilité, et en même temps pour éviter l'idée naturelle permanente de notre administration, dès qu'elle a un nouveau sujet, un nouveau projet, elle nous colle une obligation, elle nous met une taxe et elle embauche des fonctionnaires pour être sûr qu'on la respecte. Il faut sortir de ce dilemme. Et puis le dernier point, c'est parler à l'opinion publique, c'est réconcilier la France et l'entreprise, le thème de ma campagne, parce que sans l'opinion publique aujourd'hui, nous ne sommes plus grand-chose. Nous avons beaucoup plus de mal à peser sur les choses et à faire avancer. Voilà, j'ai la détermination, l'envie et le projet pour servir le MEDEF dans les 5 prochaines années. Merci. Merci. Olivier Klotz, allez-y. Bonjour, je suis un grand voyageur. Ça fait 25 ans que je voyage dans des pays où normalement vous n'irez pas passer vos vacances. Je voyage en Afrique, je voyage dans le Moyen-Orient, je voyage dans le sous-continent indien. Et de là, je regarde la France, je la regarde de l'extérieur et je me rends compte que nous n'avons pas la place que nous méritons. C'est pour ça que je me suis présenté à la présidence du MEDEF. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'organisations qui veulent nous aider, nous entreprises. Je pense à la CCI, et je salue le président Didier Kling, notre hôte. Je pense à l'État, je pense aux régions, je pense à tous ces acteurs, la BPI aujourd'hui, qui veulent nous accompagner. Et donc ma proposition pour le MEDEF, c'est de se recentrer sur notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est avant tout la défenseur du preneur de risque, la défense du preneur de risque. Le preneur de risque, c'est lui qui crée l'entreprise, c'est celui qui la développe pour subvenir à la fois à ses besoins et ceux de sa famille. C'est celui qui va investir, c'est celui qui va embaucher, c'est celui qui va innover, c'est celui qui va exporter. Et c'est notre rôle de le promouvoir et de le défendre à la fois au niveau des pouvoirs publics prioritairement, mais également dans l'opinion publique. Cet entrepreneur qui aujourd'hui n'est pas forcément au MEDEF et que nous devons rassembler. La deuxième chose, c'est que nous vivons depuis des années dans un déluge de réglementation qui s'applique à nos entreprises et il faut cesser ceci. Nous avons essayé la simplification avec des gens brillants et on a vu que c'était difficile.
Ce que je propose, c'est qu'avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement, nous négocions un pacte de stabilité réglementaire et que nous placions l'évolution réglementaire et législative sur les 4 années qui nous restent du quinquennat. Ceci permettra aux entreprises, permettra aux entrepreneurs, aux investisseurs de savoir ce qu'ils vont faire, quels risques ils vont prendre. La troisième chose, c'est que 80% de la réglementation provient maintenant de l'Europe. Il nous faut absolument accroître notre lobbying. Sachez qu'aujourd'hui, le MEDEF a 3 lobbyistes à Bruxelles, alors que nos confrères allemands en ont 30 et nos confrères italiens 20. Il faut absolument que nous travaillions avec eux pour avoir une réglementation et une législation à la fois pro-business et pro-entreprise européenne. Regardez ce qui s'est passé avec les GAFA, demain les BATX, leurs concurrents chinois. Nous avons fait une réglementation, le RGPD, qui doit protéger les consommateurs, qui doit protéger nos citoyens. Et celle-ci s'applique maintenant à toutes nos entreprises, les GAFA ayant évidemment les moyens de régler ce problème aisément. Donc il nous faut, au niveau européen, agir collectivement. Il va falloir rompre les égoïsmes entre nos différents pays, nos différentes entreprises, pour, ensemble, je vous dis, avoir une réglementation et une législation pro-business et pro-entreprise européenne. Il faut aujourd'hui entre 18 et 24 mois pour changer la réglementation en Europe. C'est trop court. C'est trop long, pardon. C'est également, nous sommes un marché ouvert. Il va falloir protéger nos entreprises, il va falloir être plus rapide. Donc je vous dis, aujourd'hui, pour travailler avec les autres acteurs qui aident les entreprises, qui promeuvent les entreprises, nous devons nous recentrer sur nos métiers. La défense de l'entrepreneur au-delà de l'entreprise, la défense de l'entrepreneur auprès des pouvoirs publics, la défense de l'entreprise auprès de l'opinion, un pacte de stabilité réglementaire qui nous permettrait d'avoir une meilleure visibilité et une action forte en Europe et ensuite à l'international. Merci beaucoup. Allez. Frédéric Motte, on garde le rythme si je puis me permettre. Allez-y, vous pouvez vous mettre devant si vous le souhaitez, mais vous êtes filmé de toute façon. Bonjour à toutes et à tous. Frédéric Motte, j'ai 53 ans. Je suis un entrepreneur créateur il y a un peu plus de 20 ans dans le Nord, d'une PME qui aujourd'hui s'est développée un petit peu partout en France et à l'étranger. J'ai également un engagement sociétal fort puisque j'ai été maire de ma commune pendant 3 mandats, puis président du Conseil économique et social régional avant de m'impliquer au MEDEF. J'ai, comme vous tous, j'en suis intimement convaincu, chevillé au corps, la conviction que notre économie est à un tournant, que nos entreprises, comme notre pays, ont un rendez-vous avec la réforme à ne pas rater et que notre mouvement, le MEDEF, a résolument un rôle à jouer dans la promotion et la défense de nos idées, de l'entrepreneuriat, mais aussi dans l'accompagnement et la défense de nos entrepreneurs. Nous avons 5 chantiers et 2 convictions sur lesquelles je m'engage résolument à être présent au quotidien avec conviction et détermination. Le premier, c'est de faire baisser la dépense publique, pas pour moins, mais pour mieux d'État. Et surtout parce que c'est la mère du 2e chantier, il faut absolument une fiscalité plus compétitive, moins basée sur les impôts de production. Le 3e, c'est de prôner une simplification pour notre pays qui est englué dans ses codes, règles et autres décrets. 4e point, je veux afficher résolument une ambition européenne qui doit favoriser justement ce grand marché de 450 millions de consommateurs, mais pour lequel nos entreprises doivent se battre à armes égales. 5e chantier, nous savons que nous devons absolument aider nos entrepreneurs face aux révolutions technologiques. 2 convictions. La première, il faut absolument préserver le rythme des réformes. Le temps du politique n'est hélas pas celui de l'économie. Et 2e conviction, il faut résolument intégrer dans nos stratégies d'entreprise la place des femmes et des hommes, parce que de plus en plus, ils demandent à y trouver du sens. Je voudrais concentrer mon propos sur 2 défis de notre MEDEF. Premièrement, c'est comment développer notre service aux adhérents et deuxièmement, comment développer notre influence par nos idées, bien évidemment, par notre nombre d'adhérents, par une meilleure gestion et animation de nos mandats et par une meilleure image, car nos corps intermédiaires, ça a été dit, doivent être vus comme non des ralentisseurs, mais comme des accélérateurs, et car notre mouvement doit retourner l'image qui est résolument caricaturale et qui nuit à notre action.
Et donc mon ambition, elle se retrouve autour de 3 lettres. Le R du rassemblement, rassemblement en interne, rassemblement en externe avec les acteurs de nos territoires, capacité à être les hubs de l'entreprise partout en France. Le T de transformation, nos entreprises se transforment, l'État se transforme, pas si vite. Il faut absolument que le MEDEF se transforme, pas pour tout casser, mais pour justement se réinventer. Et donc oui, je crois à l'utilité des corps intermédiaires, mais ils doivent se réinventer. Oui, je crois à l'utilité du paritarisme, mais là aussi, il doit se réinventer, et je nous donnerai 6 mois pour nous réformer. Et enfin, le E de l'engagement, je crois résolument à l'engagement, au militantisme patronal, pour aller plus loin dans l'animation, pour accompagner nos chefs d'entreprise, pour développer la démocratie en interne. Il faut que notre mouvement, s'il veut être plus fort, soit plus représentatif, et qu'il y ait donc plus de jeunes, plus de femmes, plus d'acteurs de la diversité. Il faut enfin que nous soyons résolument dans une posture de modernité, c'est-à-dire que nous soyons plus que jamais acteurs du débat. Je vous l'évoquais tout à l'heure, les débats de l'entreprise, mais aussi sur les débats sociétaux. Bref, toutes ces actions doivent nous aider à changer l'image de notre MEDEF, à le remettre en dynamique de développement pour accompagner toujours plus nos chefs d'entreprise. Voilà l'ambition sur laquelle je veux me battre dans le cadre de ce mandat. Merci beaucoup. Et enfin... Merci. Après, vous pourrez, il faudra aussi applaudir Patrick Martin, mais on pourra cesser d'applaudir et applaudir à la fin du débat, je vous le propose. Patrick, allez-y, prenez le micro, mais on peut vous applaudir aussi, mais après votre présentation. Bien, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux d'être ici ce matin en tant que moi-même élu consulaire territorial et régional. La question est, pourquoi est-ce que je me présente au MEDEF? Je me présente pour gagner. Je me présente pour engager un profond renouveau de la doctrine, de la gouvernance et des moyens du MEDEF. Pour que le MEDEF nous rassemble, il faut qu'il nous ressemble. Je suis moi-même entrepreneur, à la tête d'une ETI qui va développer cette année un peu plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie 2600 salariés, qui est présente à travers toute la France et à l'étranger, et qui intervient auprès de tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise. Je n'ai pas créé mon entreprise dans la perspective de ma candidature au MEDEF. D'ailleurs, mon entreprise a été créée en 1829. Je n'étais pas encore là. Mais il se trouve que cette entreprise constitue un excellent laboratoire de ce qu'est notre économie. D'abord parce que de l'intérieur, je vis en tant que dirigeant, en tant qu'actionnaire majoritaire, les joies et les peines, les affres parfois que vivent la plupart des dirigeants d'entreprise. Et puis enfin, de par mon activité elle-même, je viens de le dire, je sais à peu près ce qui se passe. Je suis par ailleurs, et c'est en ça que je redis que pour nous rassembler, le MEDEF doit nous rassembler, je suis un militant engagé pour avoir été président d'un MEDEF territorial, ensuite d'un MEDEF régional, et puis j'ai repris du service pour prendre la présidence du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'égale pas l'Île-de-France, mais qui est quand même la 2e région économique française, la 1re région industrielle française, et je le glisse pour susciter des vocations, la 2e région touristique française. Donc 30 branches, 12 MEDEF territoriaux, là aussi un laboratoire de ce qu'est le MEDEF. Après, il faut être authentique et crédible. Chacun affiche à bon droit des intentions de réforme. Le MEDEF n'a pas le choix. Les temps, le gouvernement, l'économie, les technologies, les mentalités nous l'imposent. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Moi j'aspire au jeu collectif. Nous l'avons démontré avec Pierre Brageux, qui a chauffé ma place, merci Pierre, avec Fabrice Le Sachet, 3 profils différents, une grande cohérence, une grande convergence dans nos programmes, une grande complicité entre nous, une vraie volonté de faire évoluer le MEDEF qui nous ont amenés à nous réunir très en amont de cette campagne, alors même que les candidatures de Pierre et Fabrice étaient validées par le comité statutaire. Rénover les idées, le faire, c'est mieux que de le dire simplement. Dès à présent, nous avons engagé des réflexions approfondies à l'intérieur du MEDEF, c'est bien le moins, mais également en nous faisant challenger par des observateurs extérieurs. Je veux parler par exemple de Raymond Soubi, qui m'a beaucoup éclairé sur le paritarisme et son évolution. Je veux parler d'Agnès Verdier-Molinier, qui vient de produire aujourd'hui 2 articles tout à fait intéressants, dont un sur lequel je reviendrai concernant la formation et l'apprentissage. Je veux parler de Pascal Canfin, qui aux yeux de certains membres du MEDEF est le diable absolu et qui nous a beaucoup éclairé la semaine dernière sur les convergences environnement-entreprise.
Il faut enfin un programme stable, un programme construit et un programme clair. Il faut se mouiller. Vous avez devant vous ce qui me vaudra le prix Nobel d'économie, le prix Goncourt, j'en passe des meilleurs. Non, mon programme est ce que je suis, ce que je pense, où sont mon cœur, ma tête et mes tripes. Réforme du MEDEF, revenir sur le champ des idées, je viens d'en dire un mot, c'est la mère de toutes les batailles. Donner à nos entreprises les moyens de leurs ambitions. On parle beaucoup de la transformation, que mettons en face en termes de capacité de financement? Est-on allé assez loin dans la réforme de la formation et de l'apprentissage? De mon point de vue, non. Je vous renvoie à cet article d'Agnès ce matin même. Réallouer et diminuer les moyens du MEDEF. Le MEDEF n'est pas encore soumis à la même posture amère que les consulaires. Ça ne saurait tarder. Il faut donc réduire ses budgets. Il faut réinvestir sur l'Europe. Je ne vais pas reprendre mot pour mot ce que mon ami Olivier a dit. Dans quelques secondes. Et les territoires, car les territoires, c'est la modernité. Et les corps intermédiaires sont la modernité. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous les 6. Alors, on va engager le débat. Évidemment, ce n'est pas toujours facile d'animer un débat avec 6 candidats. Pour moi, c'est une première. Pour vous, vous l'avez déjà fait un certain nombre de fois, cet exercice. Donc, merci de le refaire avec nous. Donc, je voudrais vous poser le modèle suivant. Je vais vous poser un certain nombre de questions qui s'adressent évidemment à tous les 6, mais si vous considérez que tout a été dit, vous n'êtes pas obligé de prendre la parole dessus. Donc, ces questions porteront autour du paritarisme, bien sûr des réformes, notamment de la formation professionnelle, et bien sûr parler de l'objet social de l'entreprise et d'un certain nombre d'autres sujets qui pourront venir. Alors pour commencer, imaginons que vous êtes élu le 3 juillet président du MEDEF. Je voudrais savoir quel est finalement le premier acte de président que vous prendrez, par quelle méthode voulez-vous réformer le paritarisme, puisque on le voit bien, cette élection l'a montré, le contexte politique aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aujourd'hui un changement, et je pense que c'est l'un des éléments clés de ce moment que vit le MEDEF. Le paritarisme va changer, doit changer. Jusqu'où doit-il changer? Doit-il être finalement, faut-il y renoncer? Faut-il changer complètement de modèle? Certains le proposent, ou en tout cas vont assez loin. Ou faut-il agir de façon plus, j'allais dire, agile ou pragmatique? Ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit peu les différences entre vous. Donc, qui veut commencer? Peut-être on va commencer le tour de table par ma droite et puis les uns ou les autres. Donc, vous êtes élu. Premier acte, qu'est-ce qu'on fait sur le paritarisme? Alors, quand je suis élu le 3 juillet, premier acte d'abord, si vous le permettez, je réorganise l'université d'été qui a lieu fin août pour la scinder en deux. Je fais la moitié de conférences, mais l'autre moitié de réflexion, parce qu'il faut que nous soyons sur les enjeux du débat des idées. Et ainsi, nous pourrons, le deuxième temps, c'est je prends des rendez-vous avec tous les acteurs économiques et sociaux, parce que c'est ensemble que nous allons transformer les choses. Et puis après, je lance les assises du MEDEF, les états généraux du MEDEF pendant 6 mois, notamment pour qu'on revoie des histoires d'organisation interne, mais pour que nous redéfinissions notre doctrine sur le paritarisme. En partant du principe, ce qui me semble ma position, c'est de dire quand nous gérons notre argent à destination de nos salariés, en général, on n'a pas à rougir quand on regarde les comptes de l'Agirc-Arrco, quand on regarde le 1% logement. Et donc là, nous devons rester en capacité à pouvoir gérer ça. Par contre, oui, quand on gère de l'argent qui n'est plus forcément issu de nos entreprises et qui est à destination de la solidarité nationale, je pense à notre présence dans les caisses d'allocation familiale ou dans un certain nombre d'organismes de sécurité sociale, oui, il faut se reposer des questions. Et donc, dans ces états généraux du MEDEF, je voudrais qu'on arrête nos doctrines. Quelles sont nos doctrines que l'on va donner à nos mandataires qui vont aller siéger dans ces instances? Et si dans certaines, il faut en sortir, eh bien, sortons-en. Merci beaucoup. On va continuer le tour de table. Par qui veut prendre la parole? Alexandre Sebou. Quand on parle de paritarisme, il faut se poser une question. Moi, c'est la question que je me pose tous les jours quand je pense au MEDEF, aux organisations patronales. Comment peut-on défendre au mieux nos entreprises? C'est notre mission, c'est notre raison d'être. Balayer le paritarisme, comme certains l'ont proposé, c'est réduire notre capacité à peser sur les choses. Pour le dire simplement, que serait le MEDEF sans le paritarisme? Un lobby avec un dossier très moyen, parce qu'aujourd'hui les Français n'aiment pas complètement l'idée de l'entreprise, l'idée de la prise de risque. Il faut les réconcilier avec ce sujet, et donc si on n'a pas fait ça, le MEDEF sans le paritarisme, c'est pas très efficace. Maintenant, il faut revisiter le paritarisme autour de cette idée, où est-ce qu'on peut peser sur les choses, où est-ce qu'on peut décider. Quand, au printemps 2017, j'ai négocié
La réforme de l'assurance chômage, on a fait 1 milliard d'euros d'économies, ce qui n'était jamais arrivé, et l'assurance chômage sera à l'équilibre, sans doute si tout se passe comme prévu, au cours du deuxième semestre de l'année 2019, ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans. Et cette réforme a été faite sans demander d'efforts supplémentaires aux entreprises. Donc on voit que quand on a la main, j'ai accompagné Claude Tandil qui a négocié la réforme des retraites complémentaires, plus de 5 milliards d'euros d'économies, la première brique vers le report de l'âge de la retraite d'1 an. Donc on voit bien qu'en responsabilité, avec des vrais dossiers, on est capable de faire bouger les choses. Ce qui ne va pas dans le paritarisme, c'est le ménage à 3. Ce qui ne va pas dans le paritarisme, c'est quand on est spectateur, quand on est caution, quand on a l'État omniprésent. Donc il faut être clair, il y a des sujets qui relèvent de la solidarité nationale, il faut laisser l'État. Et nous, on commente, on propose, on essaye de peser sur les choses, mais il est clair pour tout le monde que ce n'est pas nous qui décidons. Et puis il y a les sujets où l'État nous confie une responsabilité claire, qui sont dans l'intérêt de nos entreprises. Et dans ces dossiers, il faut rester avec une doctrine claire et un objectif, défendre et protéger nos entreprises, quoi qu'il arrive. La première mesure que je prendrai n'est pas liée au paritarisme. On doit nommer 10 membres du conseil exécutif le 4 juillet. Je nommerai une majorité de femmes car on a un vrai problème de représentation féminine. Pour répondre à la question sur le paritarisme, il y a 2 paritarismes, le paritarisme de gestion et le paritarisme de négociation. Sur le paritarisme de gestion, j'ai une petite nuance avec Alexandre, si tu me permets, et malgré l'excellence de ta négociation. On est là pour voir les nuances. L'assurance chômage est un système qui, aujourd'hui, ne nous permet pas de négocier de plein gré. Pourquoi ? Parce qu'il y a, d'une part, la garantie de l'État. Donc, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la qualité de la négociation, on sait qu'on est rattrapé par le filet de sécurité de l'État, en tout cas tant que l'État français ne fait pas faillite. Et surtout, devant nous, il y a les décrets qu'a passé le ministre Pénicaud, qui vont mettre sous tutelle financière la négociation. Et donc, je pense qu'il ne faut pas rentrer, en tout cas en l'état actuel des choses, dans une négociation avec les syndicats sur ce sujet, au risque d'endosser des mesures qui seront négatives. Ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser du marché du travail, mais il ne faut pas rentrer en négociation. Sur les retraites complémentaires, sous d'autres sujets, je partage ce que tu as dit, Alexandre, mais d'ailleurs, il n'y a pas la garantie de l'État sur les retraites complémentaires, nous sommes de bons gestionnaires. Sur le paritarisme de négociation, je l'ai dit, les ordonnances, la loi El Khomri renvoie aux branches et aux entreprises l'essentiel des négociations. Vous avez vu ce que fait PSA dans son centre logistique de Vesoul, qui consiste à remettre en cause les 35 heures, même pas à l'échelon d'une branche, même pas à l'échelon d'une entreprise, à l'échelon de l'établissement. C'est la bonne méthode. Néanmoins, il reste énormément de choses à discuter avec les syndicats au niveau national, à commencer par les mutations de l'emploi. J'étais l'autre jour avec des gens de la distribution, le jour où les caisses automatiques vont s'installer dans les magasins et la technologie est prête. On parle de plusieurs dizaines de milliers de salariés non formés dans les territoires qui vont avoir préparé à exercer un autre métier. Voilà un vrai sujet de discussion, de négociation paritaire, c'est-à-dire avec les syndicats, pour préparer l'avenir plutôt que négocier le passé. Merci beaucoup. Dominique Carlac. Bonjour. Donc pour répondre à la question, je suis élu le 3 juillet, quid du paritarisme ? Vous pouvez rester assis si vous voulez pendant une heure, vous n'êtes pas obligé de vous lever à chaque fois. Il faut se mettre en posture de présidence. Donc l'idée, c'est de se dire on fait un grand audit partagé à partir du 3 juillet sur le paritarisme et on délivre les résultats de cet audit à l'AG 2019, en disant voilà ce que l'on a conclu. Alors de 2 choses l'une, soit on considère que ça n'est pas utile aux entreprises et on arrête, soit on considère que c'est utile, qu'on en a tiré des conséquences de cet audit et qu'on restreint le champ du paritarisme à ce qui est utile aux entreprises. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que je pense qu'on en a tous un petit peu assez de ce paritarisme à l'ancienne et qu'il faut aussi être force de proposition et innover. Et moi, j'ai 3 idées d'innovation et de rénovation du paritarisme. C'est d'abord l'idée, comme dans l'innovation, de l'open négociation. Pourquoi continuerions-nous à ne négocier qu'entre nous, les représentants du capital humain, c'est-à-dire les patrons et les syndicats de salariés, sur des sujets qui ont un impact sociétal. Donc, il peut arriver que d'autres parties prenantes puissent être intéressées, force de proposition, et donc cette open négociation, je pense que ça peut être un des principes d'innovation dans le paritarisme rénové. Deuxième innovation, c'est le droit à l'expérimentation. Je pense qu'on n'est pas obligé de tirer une loi de comportement après avoir négocié. On peut se dire on a une phase expérimentale quand on sort des conclusions. Donc, principe de l'expérimentation. Puis la troisième chose,
c'est pour avoir vraiment observé le fonctionnement du MEDEF de l'intérieur depuis 5 ans, il n'y a pas que les élus qui travaillent, il y a pas mal de permanents au MEDEF, on en parle beaucoup un petit peu dans cette campagne. Je pense qu'il serait assez innovant de se dire qu'il faudrait qu'il y ait une immersion de nos permanents dans le monde de l'entreprise pour mieux conduire le paritarisme. Je suis assez stupéfaite parfois du manque d'expérience de l'entreprise, de nos propres permanents. Donc je pense que pour mener un paritarisme rénové, ça peut être une 3e innovation. Merci beaucoup. Patrick Martin, première mesure, première décision et le paritarisme. Première décision, rendre à cette maison MEDEF, je parle bien du niveau national parce que ça ne se passe pas de la même manière dans nos régions et départements, rendre à cette maison la transparence et l'exemplarité qu'elle devrait avoir et qu'elle n'a pas toujours. C'est-à-dire tout simplement faire de ce que prévoient les statuts, c'est-à-dire un conseil exécutif décisionnaire, un conseil exécutif décisionnaire. Voilà, de sorte que plutôt que de se coller des étiquettes, parfois de se lancer des noms d'oiseaux, certainement pas entre nous, eh bien chacun parle en toute connaissance de cause et qu'on aille vers des décisions éclairées. Le paritarisme, c'est évidemment central dans nos discussions. Il faut qu'on ait une approche technique du sujet, il faut que nous balayions devant notre porte. Dire le paritarisme est bon ou est mauvais, ça n'a pas de sens. On voit dans les mêmes instances que nos mandataires se comportent exemplairement, et puis que dans d'autres, moins. Je pense en particulier à certains groupes de protection sociale. Donc il faut que nous auditions tout ça. Mais le paritarisme, je l'ai dit tout à l'heure, est un gage de modernité. L'histoire de France révèle, et puis d'autres, que quand l'État décide de tout, ça peut mal se finir. Sans aller jusque-là, je n'ai pas compris que l'État était meilleur gestionnaire que nous, jusqu'à preuve du contraire. Et enfin, la modernité, c'est quand même, on le vit dans nos entreprises, de renvoyer du pouvoir, de renvoyer de la décision au plus près du terrain et de laisser aux acteurs une bonne part de la décision. On le vit dans nos entreprises, les plus grandes, qui dorénavant, plutôt qu'être dans des fonctionnements top-down, eh bien, renvoient donc du pouvoir vers leurs collaborateurs, y compris les collaborateurs à la base de la hiérarchie. Pourquoi ? Parce que ça éclaire les décisions en amont et surtout parce qu'en aval, les intéressés ayant participé à ces décisions, ils se les approprient et les déploient à partir de là beaucoup mieux. Donc on ne peut pas aller vers la suppression ou la disparition du paritarisme. Mais je me permets de pointer le scénario catastrophe d'un pouvoir violemment hostile à l'entreprise. On l'a connu ça un petit peu dans les premières années du président Hollande. On a peut-être failli le connaître avec l'élection de M. Mélenchon, qui peut arriver un jour, ou de Mme Le Pen, je n'hésite pas à le dire. Eh bien, je pense que si ça devait advenir, nous regretterions amèrement d'avoir délaissé tous les leviers que nous détenons encore aujourd'hui. Donc j'ai une approche raisonnée de ce sujet-là. Et je pense que je suis trop long, mais j'ai une approche très claire sur le financement du paritarisme, qui est un peu le non-dit de ce sujet, et qui mérite des éclaircissements, mais peut-être après. Vous pouvez en dire un mot tout de suite, et puis... Très bien. Alors, on nous soupçonne tous, hein, et c'est vrai des consulaires, hein, on nous soupçonne... Mais rapidement. On nous soupçonne des pires turpitudes. Je voudrais simplement souligner un premier point, à savoir que le financement du paritarisme est assis, non pas sur des fonds publics, mais par des cotisations à la charge des entreprises. En second lieu, qu'il faut évidemment tendre vers la suppression de ces fonds paritaires, mais il faut être cohérent. On ne peut pas d'un côté dire qu'il faut que le MEDEF apporte plus de services et plus d'influence, et amputer séance tenante le MEDEF de près de 40% de ses ressources. On fait tous ce genre d'exercice dans nos entreprises. Faire plus avec moins, c'est très simple. Mais là, le faire séance tenante, c'est une ineptie. Ensuite, quand, et non pas si, ces financements paritaires disparaîtront, il faut premièrement que toutes les organisations y renoncent. Moi, très sincèrement, je suis vertueux, mais je ne suis pas naïf. Renvoyer, mettons, allez, à tel ou tel syndicat, je ne le nommerai pas, de l'argent qui, à l'heure actuelle, nous revient, ça peut entretenir ses ennemis. Autant ne pas le faire. Et puis, l'autre condition, c'est qu'évidemment, la cotisation qui fonde ces financements paritaires disparaisse. Parce que si on y renonce, que d'autres en profitent et que nous continuons à payer, écoutez, je pense que c'est un peu stupide. Voilà ma conception du sujet. Merci. Alors, Olivier Clauze, vous avez choisi d'être le dernier à parler du sujet. Vous avez peut-être une position plus radicale que les autres. Est-ce que le MEDEF n'est pas un peu phagocyté par ce paritarisme, vu de chez vous ? D'abord, on va parler de la première mesure. La première mesure, c'est de faire un appel à projet, d'organiser des assises de notre organisation, pour la simple et bonne raison que si nous sommes 124 000 entreprises sur 3 400 000 entreprises en France,
il va falloir régler ce problème. Nous avons un problème de transversalité entre les branches, avec la nécessité de créer des filières. Dans la transformation énergétique, on va voir que si on ne joue pas collectif et qu'on ferme nos centrales nucléaires pour les remplacer par des champs d'éoliennes ou des champs de photovoltaïque, si nous n'avons pas assuré une cohésion française, voire européenne, nous allons répéter l'histoire des magnétoscopes en 1982. Ça, c'est la première chose. Il nous faut régler ce problème de transversalité au niveau des branches, il faut régler ce problème de transversalité dans les territoires, il faut régler ce problème de verticalité entre la capitale et les MEDEF de proximité, les entreprises sur le terrain. La deuxième chose que je ferai, je prendrai contact, je prendrai langue avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement, pour avoir de la clarté dans les réformes, puisque vous voyez bien qu'avec la loi Pacte, toutes les semaines on nous sort une nouvelle mesure, on n'a toujours pas de vision globale, on parle de 240 ou 270 articles, il nous faut de la visibilité. La troisième mesure, à Bruxelles, nous rencontrerons nos alter ego allemands, italiens et les autres pour leur dire « nous voulons travailler ensemble ». Les enjeux aujourd'hui sont mondiaux, nos adversaires sont américains, chinois, profitent de marchés intérieurs dynamiques, voire d'aide de leur gouvernement. Nous devons jouer collectif au-delà des égoïsmes nationaux. Pour ce qui est du paritarisme, évidemment, le paritarisme finance les organisations patronales et les syndicats de salariés. Évidemment, l'État a repris la main sur l'UNEDIC, sur la retraite. Une réforme est en cours. Et nous verrons dans quelle mesure nous pouvons nous associer à ces mouvements, sachant que nous sommes en train de vivre discrètement un changement de modèle social, puisque le financement progressivement ne se fait plus uniquement par les charges sociales sur les salariés, mais également sur les impôts de tous les Français. Et là, le gouvernement, l'État, aura un rôle de plus en plus important. Ensuite, plus près du terrain, les caisses d'allocation familiale, avons-nous un rôle à jouer dedans? Les caisses primaires d'assurance maladie, l'URSSAF. Nous avons des remontées de nos mandataires, chefs d'entreprise, qui s'engagent et qui nous disent « nous avons de moins en moins de pouvoir ». Il faudra effectivement relever quels sont les endroits où nous avons de l'autonomie et le pouvoir de gestion, et ceux où nous n'avons plus la main. Enfin, deux grands pôles où nous avons énormément de poids, c'est le logement. Je vous rappelle qu'en 1945, il a été décidé que les organisations patronales et les organisations syndicales allaient reconstruire un certain nombre de choses, les retraites, l'éducation, la santé, le logement. Dans le logement, sachez que le MEDEF possède 1 million de logements aujourd'hui. Et il est très important, de mon point de vue, de se poser la question s'il n'y a pas un risque, un jour, d'une nationalisation, d'une collectivisation de ces logements. Et étant un partisan de l'entreprise privée, de l'initiative privée, de la répartition du risque par une multiplicité d'acteurs, je ferai ce qu'il faut pour que, dans un délai long, certes d'une dizaine d'années, nous puissions nous assurer que tous ces logements vont rester dans le secteur privé. L'autre point, c'est qu'un certain nombre d'organisations que nous gérons paritairement avec les syndicats de salariés, je pense en particulier dans le domaine de la protection sociale, gèrent les retraites complémentaires à Agirc-Arrco d'un côté, mais également des mutuelles, des complémentaires santé ou des institutions de prévoyance, des contrats de prévoyance, en concurrence avec les entreprises privées qui sont nos adhérentes. Et je pense qu'il faut là aussi se retirer du secteur concurrentiel où nous n'avons pas notre place. Voilà brièvement ce que je ferai si je suis président du MEDEF en juillet 2018. Merci beaucoup. Alexandre Sobo, vous n'avez pas donné vos premières mesures, donc vous avez droit à une session de rattrapage de sans doute mon enthousiasme sur le paritarisme qui m'a fait zapper la première question. L'enjeu aujourd'hui majeur de nos entreprises, je le constate quand je me promène dans cette campagne à la rencontre de nos chefs d'entreprise, c'est trouver les compétences. Et le principal drame de notre pays qui ronge nos territoires, qui provoque une fracture territoriale, c'est le chômage de nos jeunes. D'où ma proposition phare sur l'engagement sur l'apprentissage, évidemment pour la réaliser, évidemment pour pouvoir prendre un engagement que nous pourrions tenir. On sait tous le prix de prendre des engagements quand on a du mal à les tenir. Je réunirai l'ensemble des adhérents du MEDEF dans une grande convention, territoire comme branche, pour voir comment on est capable de structurer cet engagement, d'augmenter de 50% l'apprentissage, à quel rythme on est capable de le faire, quels sont les besoins, est-ce que la réforme adoptée ou en cours d'adoption par le gouvernement règle bien toutes les difficultés, de façon à donner corps à cette idée d'un MEDEF qui agit et qui s'engage, et de tenir mon objectif de réconcilier la France et l'entreprise. Très bien, c'est une parfaite liaison avec la deuxième question que je voulais vous soumettre.
On a compris donc peut-être un rôle social moins important, quel que soit le président ou la présidente élue, il y aura une transformation du paritarisme. Un rôle économique donc plus important et notamment au service de l'emploi. Vous l'avez dit Alexandre Sobo, c'est la question clé et je fais peut-être le lien avec notre matinale de la disruption. L'emploi, en fait, on ne sait pas très bien comment lui-même va se transformer. Il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle, la robotique, il y a un certain nombre de changements provoqués par le numérique, y compris l'arrivée des millennials qui n'ont pas du tout les mêmes comportements peut-être que les générations passées à l'égard du travail. Il y a la question centrale de la formation. Le fameux million d'emplois promis par Pierre Gattaz, et d'une certaine façon, il faut le lui rendre hommage, on n'en est pas loin. Ça a été difficile, mais on n'en est pas loin. Il faut maintenant en créer un deuxième, et peut-être même un troisième. Donc comment, sur l'emploi, sur la formation, peut-être pour résumer et rassembler, parce que le temps passe, les uns ou les autres, vous voyez les choses. Patrick, peut-être, allez-y, puis on va reprendre dans l'autre sens. Oui, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Les récentes réformes, en tout cas celles de l'apprentissage, vont dans le bon sens. Elles renvoient, soit dit en passant, au rôle des MEDEF territoriaux et régionaux. Beaucoup de branches ne sont pas structurées en territoire pour déployer cette réforme. Il appartiendra aux MEDEF, dont on s'interroge parfois sur la raison d'être. Il appartiendra aux MEDEF d'accompagner cette réforme. Pour autant, moi je reste sur ma faim. Je pense qu'on n'a pas désiloté, si vous me permettez le néologisme, les différents systèmes dans le cadre de ces réformes, aussi bien de l'apprentissage que de la formation continue. Et l'acteur central de cette affaire, l'éducation nationale, n'a pas été impliqué ou n'a pas voulu s'impliquer dans cette affaire. C'est désolant. C'est désolant parce qu'au final, on parle de répartition de la pénurie. On reste, si on parle de la formation continue, sur un 1,68% de budget de formation. On sait tous que dans nos entreprises, c'est d'ores et déjà 4, 5, 6% de la masse salariale qui sont consacrés à la formation. Et sur la formation initiale, on a un excellent ministre de l'Éducation nationale, une remarquable ministre de l'Enseignement supérieur. C'est l'occasion ou jamais de faire tomber les murs. Aller créer des CFA à proximité de lycées professionnels où les conseils régionaux ont investi des sommes colossales et qui bénéficient dorénavant de moyens considérables. Aller gaspiller de l'argent, ne pas aller chercher des synergies, tout ça, parce que l'éducation nationale est victime de sa réglementation et de ses logiques budgétaires, je trouve ça désolant. Il faut qu'on aille un cran beaucoup plus loin sur ces sujets, faute de quoi, je reprends l'expression, notre économie, nos entreprises ne se donneront pas les moyens de leurs ambitions pour affronter leur transformation dans tous les secteurs d'activité à toutes les tailles d'entreprise. Geoffroy Roux de Bézieux, on parlait tout à l'heure des problèmes de recrutement des entreprises qui freinent aujourd'hui la croissance. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Patrick. Je vais même aller un cran plus loin. On avait l'habitude, nous, de raisonner en branches professionnelles et d'imaginer les formations, les reclassements, les mutations au sein des branches. Mais j'ai parlé tout à l'heure de la distribution. Je peux prendre un autre exemple. Dans la voiture autonome, c'est pas la voiture autonome qui va démarrer. C'est vraiment le chauffeur de bus, enfin le bus autonome, pardon, ou le poids lourd autonome. Là aussi, on parle de quelques dizaines de milliers de personnes qui vont se retrouver, et pas dans 20 ans. La technologie existe. C'est d'ailleurs une entreprise, Navia, qui est dans la région de Patrick. Elle existe. On a ces gens à qui on a dit il y a 20 ans, devenez chauffeur routier, devenez chauffeur de bus, et vous en avez jusqu'à 60 ans. En fait, c'est d'abord pas jusqu'à 60 ans, et en plus, très probablement, leur métier va disparaître ou va muter. Dans la destruction-création de Schumpeter, il y a d'abord destruction. Et donc c'est pour ça que le sujet de la formation, de l'emploi et des compétences est crucial. Le fait de créer un compte personnel de formation est un premier pas important parce que ça responsabilise un certain nombre de gens sur finalement leur propre obsolescence. Mais je partage tout à fait l'avis de Patrick, il faut aller plus loin, plus vite, et surtout, je reprends ton néologisme, je pense que tu n'as pas de propriété intellectuelle, il faut désiloter, parce que si on raisonne par branche, on n'y arrivera pas. Dominique Carlac, vous parliez d'un MEDEF 4.0, donc sur ce terrain-là. Exactement. Je pense que par rapport à ce qui a été dit précédemment, je suis assez d'accord. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment on le fait au MEDEF, parce que c'est quand même là on est là pour ça et pour débattre de ça aujourd'hui. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de qu'est-ce que c'est que le chef d'entreprise, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneur, qu'est-ce que c'est que l'entreprise. Donc souvent, on m'a reproché de parler parfois avec des locutions anglaises ou allemandes, mais souvenons-nous, le Arbeitgeber, en allemand, c'est l'employeur, c'est celui qui donne du travail. Donc on va remettre l'église au milieu du village, il faut qu'on se remette dans la posture du Arbeitgeber, de celui qui crée et qui donne de l'emploi.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le MEDEF, dans tout ça, que peut-il faire pour l'emploi? Parce que tous, bien évidemment, on est vertueux, on veut créer de l'emploi individuellement. Mais le MEDEF, en tant qu'organisation, comment peut-il le faire? Moi, je pense qu'il peut le faire justement dans cet accompagnement de la transformation, parce qu'on a la chance d'avoir tous les métiers représentés, manufacturiers, mais également services. Et dans la transformation de l'économie, économie 4.0, en fait, aujourd'hui, qui peut prétendre réussir un pari économique sans associer le consommateur, l'utilisateur, le end-user, l'usager dans sa chaîne de valeur pour pouvoir réussir son pari innovant de mettre de nouveaux produits, de nouveaux services sur le marché? Et du coup, qui peut avoir la prétention de réussir sans se préoccuper des emplois qu'il faut créer pour mettre sur le marché? Donc je pense qu'on doit se désiloter et faire, par exemple, ce que j'ai appelé des task force MEDEF 4.0 en territoire, où on va pouvoir mutualiser les actions de fédérations professionnelles métiers liées aux manufacturiers, de fédérations liées à la data, à la donnée, et de bassins territoriaux, de MEDEF territoriaux, des bassins d'emploi territoriaux. Et à ce moment-là, on pourra avoir une gestion anticipée des compétences et des emplois à venir. Je prends par exemple le bassin de Toulouse. Comment faire muter l'aéronautique et le transport intelligent de demain si on ne se met pas autour de la table entre les gens de l'aéronautique, les gens de la donnée, de la sécurisation de la donnée, et les gens du territoire qui représentent ces bassins d'emploi. Donc, et ça, le MEDEF a cette capacité parce que structurellement, il est organisé en métier et en territoire. Allez-y. Oui, quand on parle de formation, je pense qu'il faut remonter d'un étage, il faut parler de compétences. Le combat de la France dans le 21e siècle sera le combat de la compétence. Imaginer qu'on va sauver notre économie en étant en frontal avec des Chinois ou des Roumains me semble complètement illusoire. Donc, la formation est un enjeu fondamental, mais il ne faut pas se tromper, la formation n'est qu'un outil. Qu'est-ce qu'attend la société? Les salariés, ils attendent de pouvoir évoluer. Et aujourd'hui, dans le monde du 21e siècle, la formation est ou va redevenir le premier moteur de l'ascenseur social. On parle de fracture territoriale, on parle de fracture sociale. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas la croissance de l'économie qui va assurer, comme dans les 30 Glorieuses, la meilleure satisfaction, c'est bien la capacité individuelle de chacun à être mieux formé, à monter dans l'échelle, qui va remettre en marche ce moteur de l'ascenseur social qui nous manque tant aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier pilier. De ce point de vue-là, le CPF, alors j'ai quelques réserves sur le CPF en euros parce qu'il est source d'inégalités, mais on aura l'occasion d'en reparler avec le gouvernement si je suis élu dans un peu moins de 2 mois à la tête du MEDEF. Ça, c'est le premier pilier. Donner à chacun un moteur et un outil pour remettre en place l'ascenseur social. Et puis le deuxième, c'est nos entreprises et leurs besoins. Et de ce point de vue-là, on a besoin de liberté, de flexibilité. Ça a été dit par un certain nombre des intervenants. Le monde se transforme à une vitesse. Les métiers de demain ne sont pas ceux d'hier et ils se transforment beaucoup plus vite. On a fait des promesses à certains qu'on n'est pas capable de tenir, non pas parce qu'on ne veut pas les tenir, mais parce que la transformation du monde, les révolutions en cours, amènent des métiers à disparaître. Comment on accompagne ces gens-là et comment on n'oublie pas que ce qui fait l'objet de la formation, c'est de donner aux entreprises les compétences dont on a besoin. Donc marchons sur 2 pieds, les individus et le moteur de l'ascenseur social avec la formation et la prise en compte pleine et complète des besoins de nos entreprises, besoins qui changent à une vitesse considérable. Et pour ça, il faut remettre plus de liberté dans le système. Donc oui, il faut désiloter, mais je pense qu'il faut même aller un cran plus loin. Il faut accepter l'idée que c'est nous, entrepreneurs, nous, entreprises, qui savons les besoins de demain et d'après-demain. Et si on met pas ça au cœur du système, on pourra inventer toutes les usines à gaz, les magnifiques structures paritaires, étatiques ou autres. On n'y arrivera pas. Olivier Klotz, usine à gaz, la réforme de la formation professionnelle. La réforme de la formation professionnelle va être discutée, mais c'est vrai que moi qui suis un amateur passionné du sujet, j'ai du mal à comprendre la logique. Je suis beaucoup plus rassuré sur l'apprentissage où on redonne la main aux entreprises et je pense qu'effectivement on va avoir une adaptation de l'outil de formation beaucoup plus rapide en raison du fait que ça se gérera par contrat et non pas par subvention. Alors je dirais que par rapport à cette question sur l'emploi, l'adaptabilité, tout d'abord, on parle beaucoup de la transformation énergétique, de la transformation numérique, de la transformation écologique, mais je voudrais quand même constater qu'au MEDEF, nous vieillissons tous ensemble et que nos jeunes
en raison de leur fort usage des systèmes de réseau informatiques, des outils de mobilité, sont en train de changer de mentalité. Sont aussi en train de changer de méthode de travail. Alors au-delà de ceux qui considèrent qu'il est beaucoup plus intéressant d'aller aux États-Unis pour faire fortune que de rester ici, je pense que nous devons nous remettre en question, et une autre mesure sera de se poser la question si le MEDEF doit rester dans ses locaux et s'il ne doit pas devenir une plateforme d'échange, un peu comme des plateformes comme le 104 ou Station F, qui ont créé vraiment une disruption et abandonné peut-être nos vieux codes, abandonné nos méthodes de travail, abandonné une certaine lenteur dans nos négociations et dans notre manière de faire des affaires. Ça, c'est une proposition disruptive, déménager. Écoutez, je crois beaucoup à l'importance de la disposition géographique et du temps dans les sociétés humaines. Et donc, je pense qu'il va falloir effectivement soit envisager de travailler comme nos enfants, nos successeurs qui ont changé de modèle, ou alors nous travaillerons en parallèle avec eux à un autre rythme. Bon, sur le long terme, je voulais quand même souligner que le président Macron a proposé de se focaliser sur les CP, donc les plus petites classes, pour s'assurer de l'acquisition d'un certain nombre de compétences par nos enfants. Alors je trouve ça très important parce que personnellement j'étais très impliqué dans la formation et l'éducation et l'apprentissage, et que chaque fois que vous dites mais pourquoi les jeunes ne sont pas adaptés au poste qu'on leur propose, on nous dit oui mais c'est ce qu'on vient de nous livrer de la classe précédente, et ainsi de suite. Et tout le monde se plaint que les jeunes qui arrivent n'ont pas ce qu'il faut pour s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles exigences des entreprises. Et donc je suis content qu'il y ait une vision à long terme aujourd'hui, et je suis optimiste. Je vous ai dit, pour revenir, l'apprentissage, pour moi, c'est le sas entre l'éducation et la vie professionnelle. Avec la réforme, elle s'adaptera automatiquement au fil du temps à nos besoins. Ensuite, il y a une vision long terme du gouvernement sur cet aspect-là qui me paraît fondamental, et je suis optimiste. Frédéric Motte, sur ce sujet, mais aussi, peut-être parce que je n'ai pas posé la question, mais sur l'apprentissage, puisque ça a été dit. Comment être efficace quand on se compare par rapport à nos voisins qui le sont beaucoup plus? Alors, moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est un défi auquel je suis confronté tous les jours dans mon entreprise, mais je suis intimement convaincu que vous aussi. Actuellement, je refuse du travail dans mes entreprises parce que je ne trouve pas le personnel pour répondre à mes demandes. Et donc ça, c'est véritablement autour de ça que nous, MEDEF, nous devons nous mobiliser. Mon challenge, j'estime, et je pense que c'est le vôtre aussi, aujourd'hui, c'est comment justement je vais attirer les talents, comment je vais les retenir, comment je vais les mobiliser, et donc derrière ça, comment je vais donner du sens au projet dans lequel pour lequel je vais mobiliser mes collaborateurs, comment je vais leur donner la capacité, peut-être pas avoir un emploi à vie, mais de garantir leur employabilité pour qu'ils y trouvent épanouissement. Et donc on a résolument un challenge humain. J'avais envie de dire les outils de la formation comme les mutations technologiques, pour moi ce sont des outils. La finalité, moi, c'est pas de faire de mon entreprise une entreprise technologique, mais c'est comment, avec la technologie, je vais aider mon entreprise à se transformer. Et pour revenir à l'ambition que nous avons tous de piloter le MEDEF demain, c'est comment le MEDEF peut justement aider les chefs d'entreprise face à ces enjeux RH. Parce que la problématique, c'est bien le chef d'entreprise qui l'a. C'est lui qui va piloter son entreprise. C'est lui qui va qui va bâtir un projet qui va donner du sens. C'est lui qui va les motiver, les collaborateurs. C'est lui qui va les emmener dans l'innovation. C'est lui qui va l'emmener dans l'exportation éventuellement. Et donc je suis convaincu que nous, MEDEF, justement, nous avons une responsabilité au niveau de nos territoires, mais aussi au niveau national, de nous mobiliser pour être en moyen d'avoir un MEDEF de service. Un MEDEF de service pour aider ces chefs d'entreprise à bâtir la politique de formation, à bâtir leurs projets d'entreprise, à affronter les défis du numérique, de l'innovation et de l'exportation. Et donc ce MEDEF de service que j'appelle de mes voeux, il doit résolument se mettre dans une démarche, on a évoqué le mot tout à l'heure pour un sujet, mais moi je voudrais le dire de manière globale, dans une démarche bottom-up et pas du tout dans une démarche top-down. C'est quelles sont les préoccupations de mon entreprise et résolument mettre, alors tu évoquais éventuellement d'un déménagement, moi j'irai plus loin, il faudrait que nous bâtissions ensemble la maison des entreprises.
Et quand on voit un certain nombre de branches professionnelles qui sont recluses dans 2-3 salles dans un petit immeuble avec pas la capacité d'accueillir, de servir, d'accompagner nos chefs d'entreprise, bâtissons ensemble la maison des entreprises à Paris et nous faisons, on l'a fait dans le Nord-Pas-de-Calais, faisons-le aussi dans tous les territoires de France pour être en capacité justement à attirer, à accueillir, à animer nos chefs d'entreprise et à les emmener à affronter tous ces défis de la formation, mais bien au-delà de leur projet d'entreprise. Est-ce que ça sous-tend d'exportation, d'innovation? Pour revenir sur l'apprentissage, qui est un des outils, ça a été, je pense, quand même évoqué par plusieurs d'entre nous. Résolument, on a une loi, en tout cas c'est pas encore une loi, mais un projet qui va dans le bon sens. Pourquoi il va dans le bon sens? Parce qu'il nous met en capacité. Et je dis souvent aux assemblées de chefs d'entreprise que je suis amené à rencontrer, je leur dis attention, parce que le gouvernement, il est en train de nous donner les rênes. Et donc demain, si ce challenge de l'apprentissage, nous ne sommes pas en capacité de le saisir, et là le MEDEF doit vous y aider, on a un vrai rôle, une vraie opportunité pour nos corps intermédiaires, si demain, alors qu'on nous a donné les rênes pour piloter l'apprentissage, il n'y a pas de résultat, Geoffroy l'a évoqué tout à l'heure, il y a un grand nombre des acteurs politiques de ce pays qui sont résolument anti-entreprise, ils seront les premiers à venir pointer du doigt en disant « Vous voyez, on a encore fait des cadeaux aux chefs d'entreprise, on leur a donné les rênes sur l'apprentissage et ça ne fonctionne pas. » Et donc là, nous avons une vraie responsabilité, il faut prendre ce sujet à bras-le-corps. Donc la question n'est plus à quoi sert le MEDEF doit jouer son rôle. On a entre guillemets une opportunité en plus de montrer notre utilité si certains se posent la question. Je voudrais changer de sujet parce que le temps malheureusement passe et on a 3 chefs d'entreprise, je ne l'ai pas dit, j'ai pas eu le temps dans la présentation, qui vont vous interpeller dans quelques minutes. Je voudrais qu'on parle quand même, parce qu'on l'a annoncé et puis c'est inévitable, de l'objet social. Donc Édouard Philippe a fait un tweet il y a quelques heures, il y a 23 heures je crois, enfin non, un peu plus, c'était dans le week-end. Dans le Code civil, nous allons introduire noir sur blanc la considération des enjeux sociétaux et environnementaux dans la définition de l'entreprise. J'ai regardé un peu les réactions sur Twitter d'un certain nombre de chefs d'entreprise. Il faut craindre que ce type de réforme gadget à visée démagogique et politicienne inquiète encore davantage les investisseurs étrangers. Que vous a-t-on fait à l'ENA? On vous court-circuite les neurones. Quel intérêt trouvez-vous à rendre les choses les plus simples horriblement compliquées? Je dirais que ça, c'est je vais vous donner la parole de Dominique Carlac, parce que effectivement, ça, c'est la réaction, j'allais dire, un peu brutale. La plupart d'entre vous, vous êtes déjà exprimant un certain nombre de réserves. Alors, j'avais envie de vous poser la question que j'avais posée à Jean-Dominique Sénard, qui vous a précédé à cette tribune il y a un peu plus d'un mois, présentant son rapport. De quoi avez-vous peur? Dominique Carlac, vous n'avez pas peur, vous? Non, je n'ai pas peur du tout de ce sujet, et c'est bien parce que pour l'instant, finalement, l'auditoire pourrait se dire, ils sont pas mal, tous ces candidats. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une élection collective? Parce qu'on prendrait des idées des uns et des autres, il n'y a pas vraiment de choses disruptives. C'est une proposition, en fait, de créer un rassemblement. Mon voisin de droite a déjà commencé avec ses collègues là-bas. Mais en réalité, je pense que sur ce sujet, oui, c'est assez disruptif, et moi, je suis profondément pour cette mesure, mais vraiment profondément pour cette mesure. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi, mais ça mériterait un débat en son entier. Je suis pour économiquement, socialement, juridiquement et même philosophiquement. Donc peut-être que je vous ferai pas l'affront du philosophique, mais en tout cas économiquement. Si on restait en 3 minutes. Ouais. Inscrire l'objet social de son entreprise, je précise, dans ces statuts, c'est donner des repères. Et à l'ère de l'économie des usages et du partage, pour moi, c'est un véritable renouveau, vraiment un renouveau de la compétitivité et de l'attractivité des entreprises. Économiquement, je m'explique. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une entreprise pharmaceutique, quand vous êtes dans les télécoms, quand vous êtes dans l'agroalimentaire, comment se passer de l'avis des consommateurs, voire des patients, donc des parties prenantes, les fameuses parties prenantes, pour réussir le pari de la mise sur le marché de ces nouveaux produits. Je pense qu'on ne peut plus rester fermé sur un objet social restreint à son métier et à ses actionnaires. On ne peut plus le faire. Économiquement, c'est un pari erroné. La deuxième chose, c'est l'attractivité des entreprises. On a tous évoqué nos difficultés, et Frédéric Motte longuement, sur les difficultés à recruter. Il faut aussi se poser la question du désir d'appartenance des jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils viennent chez vous, bien sûr qu'ils viennent pour un salaire, mais ils viennent aussi pour un projet d'entreprise et pour des repères.
Et ce désir d'appartenance, les jeunes, ils sont inspirés aujourd'hui par le monde et pas simplement par notre pays. Et donc, si nous fixons des règles claires et des repères dans l'objet social de nos entreprises, je pense qu'on peut donner des signaux forts d'attractivité de nos entreprises et des signaux forts à nos jeunes. Enfin, sur le plan juridique, le traitement du social dans les statuts des entreprises, il n'existe pas. On est dans un droit écrit en France. Or, aujourd'hui, si on veut traiter de ce débat-là, on a à notre disposition uniquement la jurisprudence. Et il n'y a pas plus dangereux que la jurisprudence pour l'intérêt des entreprises. Donc voilà pourquoi je suis profondément pour. Mais on l'a bien compris. Alors, est-ce que, Patrick, vous partagez cette vision? Quelle est votre position? Oui et non. J'ai un infini respect pour Jean-Dominique Sénard, dont je suis assez proche, et qui nous manque dans cette compétition, si je peux me permettre. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi, par principe, je suis pour le contrat plus que pour la loi. Je n'ai jamais vu un candidat à un poste lire les statuts d'une entreprise, encore moins le code de commerce ou le code civil, et donc c'est dans la pratique et dans les faits que les choses se passent. Tu as raison, dans les industries alimentaires, pharmaceutiques, dans tous les secteurs d'activité, en définitive, on se doit chaque jour un peu plus, pour des raisons à la limite intéressées. Si on ne le fait pas par conviction et par vertu, d'être responsable à tous égards. Donc je ne vois pas bien ce que ça apporte. Et je pense que ça crée un écran de fumée au moment même où notre déficit commercial est colossal, au moment même où nous sommes confrontés à tous ces problèmes d'emploi. Voilà, je pense que c'est monté en exergue, je pense que ça devient un aspect de fixation sur un sujet fondamental qui renvoie aux idées. Le MEDEF étant défensif sur ce sujet, c'est bien l'illustration qu'il a trop délaissé ce champ des idées. Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce qu'il faut nécessairement passer par là? Est-ce que ça doit faire la une de tous les journaux? De mon point de vue, non. Geoffroy Roux de Bézieux, que le MEDEF s'y oppose, c'est un signe de conservatisme? Alors, je vais d'abord faire un peu de philosophie, Dominique, pour reprendre ton expression. Je pense qu'on fait tous attention et on prend en compte les parties prenantes, j'allais dire sans le savoir d'une certaine manière, comme le bourgeois gentilhomme faisait de la prose sans le savoir. Mais il faut quand même se dire, c'est pas tout à fait la même chose quand on est propriétaire d'un camion pizza et qu'on est auto-entrepreneur d'un côté, ou quand on a une entreprise de plusieurs milliers de salariés. Et le défaut français, bien connu, mais Patrick l'a évoqué tout au début, c'est cette volonté de faire une loi qui s'applique à tout le monde, parce qu'il y a marqué sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, et dans le mot du milieu, égalité, ça veut dire que la loi doit être la même pour tout le monde, quelle que soit la taille de l'entreprise. Une fois ce préambule posé, pour être un peu technique, il y a deux modifications proposées. Une qui est la modification de l'article 1835 et qui permettrait aux entreprises d'inscrire une raison d'être particulière dans leur statut. Moi, j'y suis très favorable. Bien sûr qu'il y a des entreprises qui fédèrent leurs collaborateurs, fédèrent leurs clients, fédèrent leurs parties prenantes sur une raison d'être, qui peut être une raison d'être assez business ou plus large. Et effectivement, pour donner du sens, pour fédérer, ce que tu as dit, Dominique, c'est tout à fait pertinent. Là où j'ai une réserve, je ne suis pas juriste, c'est la modification du 1833, qui est l'objet social de l'entreprise et qui risque d'entraîner le gouvernement des juges. Or, on sait qu'en France, pour des tas de raisons historiques, culturelles, de formation, les juges ont une culture assez faible du monde économique. Quand je dis assez faible, je vois Jérôme Franz qui sourit. On peut dire que l'économie est peu enseignée à l'École nationale de magistrature de Bordeaux. Moi, j'avais été faire une intervention au nom du MEDEF et en rigolant, pour faire sourire, il y a un des permanents du MEDEF qui me dit vas-y en mocassin, on ne sait jamais, pour éviter d'avoir des lacets retirés après. Bon, c'est une boutade, mais c'est vrai qu'on a ce sujet. Donc, je me dis que la modification de 1833 n'est pas une bonne idée. Et surtout, au fond, qu'est-ce que cherche le gouvernement, me semble-t-il? C'est un petit peu ce qu'évoquait Alexandre, c'est-à-dire réconcilier les Français et l'entreprise, leur montrer que l'entreprise, c'est une source pas seulement de profit. Je ne suis pas sûr que le Code civil, au fond, soit le meilleur. Et je prends un contre-exemple. Hein. La loi Pacte a, à mon avis, une donnée fondamentale, c'est le fait d'exonérer de forfait social tous les dispositifs d'intéressement pour les moins de 250. Vous savez qu'il y a à peu près 10% des entreprises de moins de 50 qui ont un dispositif d'association des salariés à la réussite de l'entreprise. Voilà la bonne façon de réconcilier nos salariés et la réussite et l'entreprise. Voilà la bonne façon de comprendre que le profit
profite à tout le monde. Et donc, si je suis élu président du MEDEF, je lancerai un grand plan d'évangélisation de ces dispositifs parce qu'il y a une opportunité qui est vraiment gagnant-gagnant de mettre en place de l'intéressement dans peut-être pas toutes les entreprises, mais en tout cas toutes celles qui ont un minimum de quelques salariés. Alexandre Sobo, donc si le gouvernement va au bout, c'est un sujet de combat pour le futur président du MEDEF. Écoutez, ça a été un peu, voire très bien dit par ceux qui sont intervenus avant moi, mais aujourd'hui, quand on veut comme moi réconcilier la France et l'entreprise, on ne peut pas rejeter l'idée que l'entreprise doit être dans la société et qu'elle sert de façon beaucoup plus large que ce qui est inscrit dans le Code civil l'ensemble des parties prenantes. Et je vais même plus loin, aujourd'hui, je pense que dans le monde du XXIe siècle, il n'y a pas une entreprise qui réussit durablement sans avoir cette préoccupation en tête. Il n'y a pas longtemps, j'étais interrogé par un journaliste sur la raison d'être. J'ai dit, mais écoutez, ça fait 30 et quelques années que je suis l'activité de l'autre groupe. On a une raison d'être qui est très simple, c'est d'assurer la sécurité de tous les gens qui travaillent en hauteur. C'est connu de tout le monde. Alors que la loi me permette de l'inscrire dans mes statuts ou pas, ça ne changera rien, puisque cette façon de travailler est ancrée et connue et rappelée dans toutes les instances de direction, conseil d'administration, CE, CCE. Donc, je voudrais, à travers cet exemple, à la fois illustrer l'importance de ce que je propose, c'est-à-dire que c'est en anticipant, c'est en proposant, en agissant qu'on ne se retrouvera pas dans ce corner. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un corner. L'idée qui est sur la table, on est tous d'accord avec le fait que l'entreprise a une mission plus large que la stricte satisfaction matérielle de ses actionnaires. La question qui nous est posée, c'est faut-il que ça se traduise par une modification législative de l'article 1833 dont aujourd'hui personne ne connaît les conséquences juridiques réelles. Alors on nous rassure, Jean-Dominique Sénard et Nicole Notin ont fait un excellent travail avec plein de juristes pour essayer de trouver la formulation la moins risquée possible, mais j'ai un tout petit peu de mémoire et j'ai fait ces dernières années un peu de social, donc je me permettrai juste de vous rappeler que quand on a inscrit la cause réelle et sérieuse de licenciement dans le Code du travail, je vous recommande de regarder la volonté du législateur à ce moment-là et l'objet de cette modification. C'était pour clarifier les règles et protéger les entreprises. Je vous laisse observer sans difficulté ce qui s'est passé dans les 30 à 40 années qui ont suivi et comment le juge a transformé cette volonté initiale en un outil pour venir rattraper et sanctionner les entreprises dans de trop nombreux cas jusqu'aux ordonnances de l'été dernier. Donc, comment se laisser enfermer dans ce débat et comment on peut en sortir? C'est tout le projet que je porte. C'est d'anticiper les sujets. Si nous avions fait ces 5 dernières années cette démonstration que les entreprises servent à autre chose, je ne pense pas que le pouvoir politique aurait été dans cette situation de devoir donner une forme de gage de son engagement en allant chercher une modification du Code civil et qu'on est, comme d'habitude dans le syndrome français, quand on identifie un sujet, il n'y a pas d'autre solution que de l'inscrire dans la loi, d'en faire quelque chose d'obligatoire. Moi, j'aimerais qu'un jour, dans ce pays, quand on identifie un sujet, on fasse confiance aux entreprises, qu'on soit capable de s'engager, de montrer que les choses se passent sans appliquer la même toise pour tout le monde, sans en mesurer les risques juridiques, avec le fait qu'on puisse le regretter dans 3, 5 ou 10 ans. C'est tout le projet que je porte d'un MEDEF qui agit et qui s'engage. Si je puis me permettre, c'est un Bien débat, sûr, donc je voudrais quand même répondre à ça. Je pense que si on avait fait confiance aux entreprises et uniquement aux entreprises et non pas à la loi en matière de parité, on n'aurait pas beaucoup progressé. Donc heureusement qu'on en est passé par la loi. Ça c'est le premier point. C'est le premier point. Et je voudrais pas que ça se transforme en querelle d'Hernani entre les anciens et les modernes, parce que souvenez-vous, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est déjà le maréchal Lyautey qui avait en son temps été très 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 chahuté quand il avait écrit un bouquin à la demande des pouvoirs publics de l'État sur le rôle social de l'officier dont tous les militaires s'inspirent encore aujourd'hui pour œuvrer sur notre territoire et pour le rayonnement de la France. Bien. Oui, je suis d'accord avec Dominique. Je souhaite que dans le monde de demain, on ait une période où on fasse confiance et qu'on ne passe pas par l'obligation. Je pense que sur le sujet que tu évoques, cette période de faire confiance n'a pas donné les résultats et il n'était pas du tout choquant qu'à un moment donné, on passe à une période beaucoup plus incitative et je ne voudrais pas laisser penser à travers ça que j'ai quelque chose contre la parité auquel je suis extraordinairement attaché. Mais sur le sujet dont on parle, je pense qu'on est dans un cas complètement différent où on a fait le travail. Les entreprises font bien plus que satisfaire leurs actionnaires et on va, parce qu'on ne l'a pas raconté, parce qu'on ne l'a pas vendu, parce qu'on ne l'a pas mis en scène, parce qu'on n'a pas fait la pédagogie, on risque de se retrouver avec une obligation qui ne changera pas grand-chose, sauf rajouter un risque juridique à nos entreprises. Mais le sujet, c'est la compétitivité et l'attractivité de nos entreprises. C'est pas autre chose.
Alors, bon, je ne sais pas si on doit continuer, parce qu'on a à peu près sur ce sujet tout entendu. Vous voulez en dire un mot, Olivier? Oui. Allez-y. Oui, je pense qu'on n'a pas tout entendu. Bon, presque tout, en tout cas. Les arguments, en tout cas, c'est clairement Je voudrais identifié. rappeler mon attachement au cœur de métier et revenir aux fondamentaux. L'entreprise est censée rendre un service et gagner plus d'argent qu'elle n'en dépense, c'est-à-dire faire du bénéfice. Et que nous donner un rôle politique en nous imposant une mission, d'abord, je pense qu'on outrepasse notre rôle. Il y a de toute façon des législations qui nous empêchent d'exagérer d'une part, et d'autre part, je ne crois pas que le fait de ne pas avoir figé dans notre objet social la mission que nous remplissons est aujourd'hui l'origine du problème que nous avons à recruter. Je pense que nous, tous, avons conscience de notre mission, de la possibilité qu'elle évolue d'ailleurs, puisque j'ai mené une reconversion au sein de mon entreprise qui a complètement changé en l'espace de 5 ans. Et ce qui me paraît fondamental, c'est de bien tirer les leçons d'un passé récent où on a choisi de changer la Constitution pour faire le quinquennat, et on voit bien les conséquences aujourd'hui qui ont rendu cette Constitution déséquilibrée. Je voudrais dire que, pour conclure, cette entreprise de mission a peut-être un avantage pour des très grosses entreprises dont l'actionnariat est réparti et qui, effectivement, font l'objet d'attaques d'investisseurs financiers. Et cette solution permettrait peut-être de freiner l'agressivité de ces investisseurs. Encore une fois, je suis partisan de la libre entreprise, je suis partisan que chacun fasse son métier, je suis partisan de l'autorégulation, je suis partisan des options, mais je ne suis pas partisan de figer, d'imposer et de restreindre. Merci Frédéric Motte. Un petit mot aussi, mais j'ai une autre question et après on va passer là-dessus. Juste un mot, parce que moi je suis convaincu, je pense que la RSE est incontestablement un gage de pérennité de nos entreprises. J'ai envie de dire, faisons confiance aux entrepreneurs. Et sur ce sujet de l'objet social, je vous invite à aller lire une excellente tribune que j'avais faite dans votre magazine. Et comme ça, vous y retrouverez toute ma position. Et puis ça permet de donner un peu de temps pour le débat. Merci. Alors gardez le micro. Moi, je voudrais, avant de passer la parole à nos chefs d'entreprise, rebondir sur ce qui a été dit par Dominique Carlac. C'est une question à laquelle nous sommes très attachés à la tribune. La cause de l'égalité homme-femme et le sentiment peut-être qu'au MEDEF, il y a des progrès à faire. Alors Geoffroy Roux de Bézieux a dit tout à l'heure qu'un de ses premiers actes, ou son premier acte, serait de nommer des femmes, plus de femmes au conseil exécutif. C'est vrai que le conseil vient d'être renouvelé. Il reste une majorité sur les postes que je pourrais nommer, pour être précis. Donc voilà, pour être précis. Est-ce que très rapidement, sur ce sujet, vous pouvez dire les uns et les autres, qu'est-ce que vous allez faire, si vous êtes élu, pour que le MEDEF soit effectivement plus exemplaire sur ce point? Mon premier point, c'est évidemment la valeur de l'exemple. Et donc, c'est dans notre capacité à mobiliser dans les équipes autour de nous les compétences des femmes et d'hommes. Mais j'ai évoqué tout à l'heure aussi des jeunes et de la diversité. Nos MEDEF territoriaux, nos MEDEF régionaux, notre MEDEF national doit systématiquement accueillir le patron du CJD, la présidente des femmes chefs d'entreprise, d'être impliqué avec un certain nombre d'acteurs et leur donner des places. Si c'est juste pour occuper un siège dans un tour de table, ça n'a pas d'intérêt. Le deuxième point, Geoffroy l'a évoqué, dans la capacité des gens que nous avons à nommer. Là aussi, il faudra qu'on soit exemplaire, mais pas que sur les femmes, les jeunes et la diversité. Et sur l'aspect égalité homme-femme, moi je voulais simplement mais c'est pour démarrer en bas de notre pyramide qui est souvent un peu sénatoriale, c'est d'avoir une assemblée générale du MEDEF qui soit à parité. Et comme ça, on pourra enclencher une dynamique pour laisser plus de femmes accéder à toutes nos fonctions. Rapidement, si vous voulez. Je crois que la France a prouvé quand même qu'il n'y avait pas de barrière aux femmes. D'abord, nous avons eu 2 présidentielles où en finale, il y avait une femme en finale. Nous avons eu une présidente au MEDEF national. Il y a des présidentes dans beaucoup de MEDEF territoriaux et régionaux. Je pense, nous l'avons vécu au moment des listes CCI, nous l'avons vécu au moment des nominations dans les conseils prud'homaux où nous avions des obligations de parité. Il faut constater qu'il n'y a pas beaucoup de femmes volontaires. Alors il y a des femmes volontaires qui sont frustrées de ne pas avoir accès à certaines fonctions, mais je peux vous dire que pour les conseils prud'homaux, on a dû faire un 2e tour, parce dans certaines régions, alors celle où je préside, sachant que nous avons déjà eu 2 présidentes, nous avons eu
2 présidentes déjà dans notre organisation. Je veux dire par là, bien évidemment, il faut aider les femmes, attirer les jeunes et donner leur chance effectivement à certaines populations qui spontanément ne viennent pas chez nous et ont du mal à intégrer nos organisations. Mais je veux dire, aujourd'hui, je suis affirmatif, même si c'est pas politiquement correct. Personnellement, je fais tout ce que je peux pour que les femmes puissent accéder et il n'y a aucun empêchement. Je vous rappelle quand même que j'ai une mère, j'ai une épouse et j'ai une fille. Donc, je lui ai déjà dit, je ferai tout pour que tu aies les mêmes droits. Voilà. Merci. Allez, c'est un sujet. Je vais être un peu directif. 1 minute pour répondre maximum, mais c'est un sujet important. Moi, j'ai un gros handicap. Je n'ai que 4 garçons. Et donc, évidemment, je pars dans ce débat avec un handicap, notamment sur Patrick qui a 3 filles. Il n'y a pas plus convaincu que moi que la mixité est une richesse. Mais je ne veux pas qu'on fasse des femmes une diversité. C'est la moitié de la population. Vous êtes une grande richesse pour ce pays. La réalité du MEDEF aujourd'hui, c'est que c'est une structure confédérale qui accueille les représentants des structures qui les représentent. Et donc, quelque part, aujourd'hui, la composition du MEDEF est le reflet de la composition de toutes ces structures. Donc, comme l'a dit Geoffroy, sur tout ce qui relève de nos décisions, il faut avoir cette préoccupation à l'esprit, avec le double sujet, évidemment, de la mixité et de la compétence. Moi, j'ai de très bonnes amies qui m'ont dit, il y a une seule chose qui m'exaspère, c'est de ne pas être recrutée parce que je suis d'abord compétente. Et la deuxième chose, c'est de faire tout le travail de pédagogie sur le terrain pour là aussi permettre à plus de femmes de s'engager, avoir plus de femmes dans nos organisations pour qu'à un moment donné, cette mixité remonte par le bas et permette, comme l'a réussi Frédéric, c'est aussi un travail à faire dans les fédérations. Dans les fédérations, dans les territoires, d'aller motiver, rechercher, donner la place. Il y a un vrai travail de fond qui doit être fait et c'est toute l'idée du MEDEF qui incite, qui accompagne l'ensemble qui est au service des adhérents pour leur donner des outils, partager des bonnes pratiques pour faire en sorte que ce genre de choses évolue tout à fait favorablement. Dominique Carac, vous bouillez un peu. Allez. Non, je suis un petit peu placé différemment pour traiter de ce point de vue. La première chose à faire, c'est effectivement envoyer des signaux, puisque effectivement, s'il y a un problème éventuel de vocation ou de motivation ou de capacité A, il faut envoyer des signaux. Donc, si je suis élue présidente, il y avait 4 vice-présidents sous l'ère de Pierre Gattaz. Je dis bien vice-président. À minima, c'est de se dire 2 vice-présidentes, 2 vice-présidents. Premier sujet. Deuxième sujet, les personnalités qualifiées, comme l'a dit Geoffroy, je suis assez d'accord que les personnalités qualifiées au conseil d'exécutif, c'est ce qui permet de surreprésenter les populations qui sont sous-représentées, donc les jeunes, bien évidemment, la nouvelle économie, mais aussi les femmes, donc 10 personnalités qualifiées égale nécessairement 5 femmes. Voilà. Et ensuite, l'idée pour être inspirant et faire de la communication et susciter davantage de vocations dans le « c'est possible », c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai porté ma candidature, c'est de créer un groupe Femmes du MEDEF. Femmes du MEDEF pour justement se dire, avec une présidente de territoire, par exemple, il n'y en a qu'une en réalité, de territoire au sens régional. Au sens régional, il n'y a que Sophie Garcia qui s'occupe de l'Occitanie. Et puis une présidente de fédération professionnelle, créer un groupe Femmes du MEDEF pour faire part peut-être de nos difficultés, mais de nos réussites aussi quand on est engagé et faire part de la fierté de notre responsabilité de militante. Merci. Bon, Patrick, vous avez 3 filles, donc c'est pas la peine. On sait que vous êtes acquis à la précisément, mes filles me mènent une vie infernale. Elles savent que je les adore, donc je ne veux pas reproduire ce système. Non. Il y a des réponses d'ordre statutaire, il y a des engagements politiques à prendre. Je suis complètement aligné avec ce qui vient d'être dit. Il y a un problème beaucoup plus global, qui est celui de l'image du MEDEF, une fois de plus. Alors, moi, je suis entrepreneur. Pierre et Fabrice sont entrepreneurs. On s'est fixé à nous-mêmes un objectif qui est de doubler le nombre d'adhérents du MEDEF sur le quinquennat. Et on sait très bien auprès de quelle population on a, excuse-moi Dominique, mais on a une part de marché, le MEDEF a une part de marché très faible. Les jeunes, les femmes, les segments aussi. Alors les femmes jeunes, on n'en parle même pas. Alors ça renvoie à plusieurs choses. D'abord, dépoussiérer l'organisation, dépoussiérer le discours aussi, parce qu'on est quand même un peu arrogant, très techno, assez hautain, et je pense que ça ne donne pas de nous-mêmes une bonne image. On s'est fait challenger, pas plus tard que lundi dernier, c'est ça, par un échantillon de jeunes entrepreneurs,
3 femmes sur les 4. Hein. Je veux dire qu'on a passé un sale quart d'heure, sauf Fabrice, parce que lui, au moins, il est jeune. Hein. Et ben c'est très bien. Il ne faut pas se dérober à ce type de débat. Et voilà, moi, je pense que ça sera à la fois la sanction et la condition de notre succès que d'avoir beaucoup plus d'adhérents, et ça régénérera complètement le MEDEF. Il faut y arriver. Merci. Alors, le temps a passé, on pourrait prolonger sur beaucoup de sujets, mais nous avons invité trois entrepreneurs à venir vous interpeller, 2 d'entre vous pour chacun d'entre eux. Donc je vais leur proposer de venir ici. On va commencer peut-être, puisqu'on est sur le sujet des femmes, par Cécilia Durieux, que nous connaissons parce qu'elle était venue interpeller Jean-Dominique Sénard. Ce que je vous propose, Cécilia, bonjour, c'est de prendre ma place ou de prendre un micro. Peut-être on va vous prendre le micro, monsieur. Voilà, vous vous présentez rapidement, vous êtes fondatrice de Green Working, et d'interpeller, en vous présentant, 2 des candidats. Et après, on reprendra 2 autres candidats pour pas que ce soit les 6 qui répondent à la fois, sinon on ne va pas y arriver. Voilà, je crois que les règles sont claires, allez-y. Donc bonjour à tous. Écoutez, merci pour cette présentation. Vous avez parlé de réconcilier la France et l'entreprise. Monsieur Roux-de-Bézieux, vous avez parlé rapidement de l'intéressement. Une chose que je trouve assez complémentaire, c'est finalement l'actionnariat des salariés. Est-ce que vous avez également des positions sur ce sujet, à la fois peut-être en termes de communication vis-à-vis des Français, de montrer qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent dans ce mouvement, aujourd'hui plutôt des grands groupes, un peu moins d'entreprises familiales, peut-être vis-à-vis des adhérents également pour les y encourager, et peut-être également au niveau du gouvernement des idées d'action ou de loi qui pourraient permettre d'accélérer ce mouvement. Et ensuite, s'il y a un autre des candidats qui est inspiré par la question, n'hésitez pas à y répondre également. Merci beaucoup, Cécilia. Alors, merci de cette question, elle tombe vraiment bien. Moi, depuis que je suis engagé dans le monde patronal, et notamment chez Croissance Plus, c'est un des combats que j'ai menés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France est quand même plutôt en avance dans tous les dispositifs d'association, on va dire des salariés au sens large, à la réussite de l'entreprise. Et moi, je fais un continuum entre des dispositifs obligatoires et relativement rigides, comme participation, plus souple comme intéressement, et ensuite tout ce qui est actionnaire à salarié. Il faut choisir le bon dispositif adapté à la taille de l'entreprise, d'une part, et au profil des salariés. C'est-à-dire que je ne crois pas, quand vous êtes payé, par exemple, pas très loin du SMIC, que l'actionnaire à salarié soit tout à fait la bonne réponse, et l'intéressement qui permet quand même de toucher matériellement de l'argent en fin d'année est probablement plus propice. Donc l'idée, c'est que toutes les entreprises françaises aient une forme ou une autre d'association au fruit de la réussite. Et là, je dois dire, je ne demande pas de loi supplémentaire, parce qu'en réalité, on a tous les outils en France, alors avec l'amélioration qu'a apporté le pacte, pour le faire. Mais, disons-le, même dans nos rangs, parfois, chez des chefs d'entreprise de PME ou de TPE, il peut y avoir une réticence presque culturelle à ce type de choses. Dernier élément, ça me permet de revenir sur l'ouverture du capital. Moi, j'ai créé 2 entreprises. Pour les faire grandir, je n'avais pas de fortune personnelle. 2 fois, j'ai ouvert mon capital, je suis devenu minoritaire. Parce que la taille de l'entreprise, j'en ai amené une à 200 millions, une à 500 millions, nécessitait ça. Bon, aujourd'hui, je suis 100% chez moi, je reconnais que c'est plus agréable, mais je militerai aussi pour que nos entrepreneurs, pour faire de la croissance, acceptent d'ouvrir leur capital à des partenaires extérieurs, parce que c'est ça qui fait grandir, c'est ça qui stimule, c'est ça aussi qui va permettre d'aborder toutes ces mutations qu'on a évoquées. Qui d'autre veut répondre? Patrick Martin. Moi, je crois dur comme fer un capital patient et responsable. Alors ça recouvre beaucoup de sujets, ça recouvre d'ailleurs en amont le sujet de la capacité bénéficiaire des entreprises. Mais s'agissant de l'ouverture du capital, moi j'y suis très favorable, je le fais. On a un dispositif dans l'entreprise d'attribution gratuite d'actions, on a de l'intéressement et de la participation par ailleurs. Je voudrais juste exprimer un bémol sur ce qui vient d'être annoncé ou ce qui devrait être mis en œuvre sur la suppression du forfait social dans les entreprises de moins de 250 salariés. Une fois de plus, tout le monde encense les ETI et elles passent devant la glace à ce sujet-là. Je ne sais pas ce qui se produira pour les entreprises. On crée un nouvel effet de seuil pour les entreprises qui passeront à 251 salariés. Je n'ai pas bien compris ce qui se passerait. Est-ce que rétroactivement, est-ce qu'on appliquera le forfait social? Pardon, c'est un peu technique. Je crois dur comme fer à ça.
Et ça règle beaucoup de sujets, dont les sujets d'acceptabilité de l'entreprise par l'opinion publique, par les salariés, par l'environnement. Et je crois qu'on a connu certaines dérives, certains excès ces dernières années. Il est important de les corriger. Et c'est dans l'ADN de l'Europe, c'est dans l'ADN de la France que de développer ce modèle de capital patient et de capital responsable. Si je peux juste rebondir sur ce que tu dis, Patrick. Au fond, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec tout ça? C'est de l'anti-marxisme. Hein. Marx oppose le capital et le travail. Toute cette famille de solutions réconcilie le travail et le capital. Je peux apporter un complément de réponse sous forme de témoignage. En fait, je vous ai dit tout à l'heure, mon entreprise a 27 ans et il y a 15 ans, en 2003, on a vraiment tout perdu. Donc j'ai dû vendre mon appart, ne pas me payer pendant pratiquement 1 an pour pouvoir faire perdurer l'entreprise. Et à l'issue de ça, je me suis dit plus jamais seul, et je n'ai pas eu envie de vendre ou de céder l'entreprise. Et donc du coup, j'ai ouvert mon capital aux salariés parce qu'en fait, c'était un vrai enjeu de partager un projet commun. Alors certes, c'est minoritaire parce que moi, c'est quand même mon entreprise, je l'ai créée, mais le fait d'ouvrir le capital pour partie aux salariés a permis de partager un projet commun et puis de responsabiliser les salariés par-delà le bien ou le mal ou par-delà capital-travail. Merci. Alors, on va passer à la deuxième, on va s'arrêter là parce que le temps passe. La deuxième interpellation, c'est Jean-Louis Louvel. Je ne sais pas, il est là. Alors, Jean-Louis Louvel, je vous ai eu au téléphone hier. Vous êtes de Normand. Voilà. Vous avez repris, juste vous allez le dire, mais le club de rugby de Rouen avec l'intention, Toulouse n'a qu'à bien se tenir, Christophe, on va le savoir de rentrer dans le top 14. Alors racontez-nous ça et interpellez deux de nos... Non mais voilà, alors avant tout je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur parce que j'ai créé mon entreprise en 1993. Aujourd'hui, on est 1300 dans un domaine que personne ne croyait. Et je m'amuse à toucher à tous les domaines dont on me dit, depuis que j'ai démarré l'entrepreneuriat, on me dit ce ne sera pas possible, tu ne vas pas y arriver, etc. C'est typiquement français. Y compris la presse, y compris le sport, et y compris une branche d'activité qui me tient à cœur, 2 d'ailleurs. Et vous allez voir, c'est lié à ma question, puisqu'on a créé en Normandie un accélérateur privé. Je crois beaucoup à l'investissement des entrepreneurs privés sur leur territoire, à start-up. Et puis aussi une branche d'activité, j'en ai fait une fierté. C'est la seule fois où j'emploie le mot fierté d'ailleurs, où on vient pour sauver des entreprises en difficulté, des entreprises industrielles qui font partie de notre patrimoine. Voilà. Alors, comme nous sommes, parce que vous avez répondu à tellement de questions déjà, que c'est pas facile, il faut réadapter, vous savez, être agile dans ces questions. Et comme nous sommes au matinal de la disruption, en fait, et que vous cherchez peut-être un MEDEF 4.0 d'ailleurs, ou un MEDEF, j'ai entendu, à réinventer. Alors, moi qui croise beaucoup les jeunes entrepreneurs, les startups, j'ai jamais entendu un dirigeant d'une startup employer le mot patron, ni même salarié, jamais. Depuis 25 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, ce sont des mots que j'ai personnellement bannis. Je ne les ai jamais employés parce que c'est les mots que j'entendais dans la bouche de mon père qui était ouvrier, moi je suis autodidacte, et qui pour moi, à mon sens, ont créé un clivage. Et dans le monde d'aujourd'hui, où vous avez raison, vous avez beaucoup parlé du collectif. Le collectif doit rassembler et non pas nous diviser. Donc, alors comme j'ai le droit qu'il y a une seule question, vous allez voir, je vais quand même feinter pour faire une question. Très fort. Mais voilà. Donc, et c'est vrai, dans les jeunes, vous voyez le collectif que je prône, d'ailleurs, même pour le rugby. Si on gagne, si un club gagne, c'est parce qu'il y a les joueurs, le coach, les présidents qui font leur boulot et même les bénévoles, etc. On parle vraiment d'une mobilisation. Bon, voilà. Et puis alors sur le deuxième point, parce que c'est vrai que du coup on parle de développement, création d'emplois, etc. Et moi j'ai voulu travailler dans ma région sur le trou dans la raquette, qui était de dire pendant qu'on développe des emplois, qu'on en crée, et qu'on essaie d'ailleurs de former des jeunes pour qu'ils soient opérationnels aux besoins de demain, ce qui n'est déjà pas évident parce qu'on a pris du retard, on laisse disparaître des éléments, des pans entiers des fois de notre patrimoine industriel. J'ai déjà mené 9 opérations dans ma région en 3 ans, les 9 se portent bien, comme quoi j'avais raison de me fier à mon intuition. Et donc pour que vous n'ayez qu'une question, qu'en pensez-vous sur les 2 thématiques? Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Alors, oui, deux d'entre vous. Ah, pardon. Vous devez partir. Alors, pardon, si vous l'autorisez, on va laisser Alexandre Soboré. Malheureusement, je voulais m'excuser, j'ai un train prévu de longue date dans une petite demi-heure et il faut absolument que je ne le rate pas sous peine de manquer à mes obligations.
Je pense que sur ces sujets de chef d'entreprise, de patron, d'image, le combat fondamental qu'on doit mener, c'est la question du profit. Qu'est-ce qu'une entreprise? Qu'est-ce que le moteur de l'entreprise? Et je pense que vous l'avez très bien dit, c'est la prise de risque. Et qu'est-ce qui permet aux chefs d'entreprise de prendre des risques? C'est qu'ils gagnent de l'argent. On est en France dans un pays où une entreprise qui gagne de l'argent, c'est la rente et l'enrichissement de quelques-uns. Dans les pays qui ont fait leur révolution marxiste, comme le disait mon voisin, ou qui en tout cas ont traité ce sujet, la marge et gagner de l'argent, c'est permettre de prendre plus de risques, c'est développer plus nos entreprises et c'est créer plus d'emplois. Et donc c'est ce combat qu'il faut absolument mener à travers les exemples formidables dont ceux que vous racontez, des gens qui vont reprendre, qui s'engagent, qui connaissent des difficultés, qui rebondissent, et montrer que cette condition du succès, c'est la condition de la prise de risque. La prise de risque, c'est dans la durée, dans le monde moderne, le moteur de la croissance et de la résolution des difficultés de notre pays. Et si je peux me permettre de conclure, puisque je ne serai pas là dans 10 minutes, c'est simplement vraiment de dire autour de cette idée de réconcilier la France et l'entreprise, l'entreprise est au cœur de tous les défis de notre économie au XXIe siècle. Et si on ne gagne pas ce combat, derrière, c'est notre pays qui ne rebondira pas. Sur tous les sujets qu'on a évoqués, transition écologique, transition numérique, place de la France dans le monde, place de l'Europe dans le monde, c'est par nos entreprises, c'est par la réussite de nos entreprises que notre pays s'en sortira. Et c'est le combat que je veux porter si je suis élu dans quelques mois, quelques semaines à la présidence du MEDEF. Merci. Merci beaucoup Alexandre Sobo d'avoir été présent ce matin et on va vous laisser partir peut-être discrètement. En vous remerciant encore d'avoir été là. C'est raté. Le plus discrètement possible. Et donc, peut-être rendez-vous le 3 juillet. Voilà. Alors moi je voulais rebondir sur les enjeux de développement d'associations d'entrepreneuriat que tu as évoqué. Moi je suis issu d'un territoire, le nord de la France, où je vis tous les jours, je l'ai vécu en tant que maire, je le vis en tant que chef d'entreprise, je le vis en tant que citoyen, la fracture sociale et territoriale, et je sais combien la solution justement c'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui aura la capacité d'intégrer, de participer, mais l'entreprise elle ne gagnera pas toute seule. On ne gagnera pas les uns sans les autres, ni les uns contre les autres, mais bien les uns avec les autres. Et pour être concret dans cette fonction de présidence du MEDEF pour laquelle je concours, on a créé à Lille ce qu'on appelle un Génération MEDEF. C'est un club de très jeunes chefs d'entreprise. Il faut qu'on ait ça dans toute la France. C'est 82 adhérents qu'on accompagne, qu'on coach, à qui on fait comprendre que leur entreprise se développe, mais c'est aussi parce qu'il y a un écosystème autour, avec des élus, avec des syndicats, avec etc., des universités. Le deuxième point, c'est il faut absolument qu'on aille à la rencontre. Et notre MEDEF à Lille, il va faire des permanences dans tous ces clusters de jeunes chefs d'entreprise pour aller justement les aider, les accompagner à grandir. Le troisième enjeu que nous avons réussi à mettre en œuvre, c'est de faire travailler, et là une fois de plus une bonne preuve d'union, toutes les branches professionnelles, et on y associe régulièrement les autres syndicats patronaux dans un campus, cette maison des professions que j'appelle de mes voeux, et c'est devenu véritablement un port d'attache pour un grand nombre d'entreprises qui viennent s'abriter, mais qui viennent aussi rechercher de l'énergie, qui viennent chercher du réseau, qui viennent chercher de l'accompagnement, et donc c'est résolument comme ça que le MEDEF doit s'imaginer, ce MEDEF moderne qui va accompagner, participer au développement de nos entreprises, mais c'est aussi par se travailler ensemble où on va être contributeur au débat des idées, où on aura cet enjeu de modernité. Et donc plus que jamais, il faut absolument que nos MEDEF, dans les territoires avec nos branches, le mot que j'évoquais en introduction, nous soyons les hubs de l'entreprise. C'est chez nous que ça se passe, et que vous soyez journaliste, investisseur, créateur, cédant, vous vous disiez oui, là il y a des femmes et des hommes qui peuvent m'aider, qui peuvent m'accompagner, qui peuvent m'orienter. Merci beaucoup. Alors, maintenant nous allons avoir la question posée par Momar Mbaye, qui est président de la CNF. Voilà. Je vais vous présenter et vous interpeller les deux candidats qui n'ont pas parlé, c'est-à-dire Olivier Claude, c'est Dominique Carlac, mais sinon à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'avais en fait, je suis Momar Mbaye, fondateur, directeur général du groupe CNF, éditeur de logiciels informatiques de gestion. Nous, on est une TPE, d'accord, on emploie une vingtaine de salariés. Aujourd'hui, moi, dans mon esprit, j'avais jamais eu l'idée d'adhérer au MEDEF, parce que le MEDEF a l'image aujourd'hui c'est pour les grandes entreprises, etc. La disruption est incarnée aujourd'hui par les startups, par les TPE. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un mariage à faire entre les petites entreprises et l'entreprise de taille plus importante.
afin de pousser à la fois aider à la digitalisation de ces plus grandes entreprises et à la fois aider les plus petites entreprises à grandir plus vite. Donc j'ai une question par rapport à ça. Quelle serait votre politique si demain vous êtes élu président du MEDEF? Et ma deuxième question va sur justement comment aider ces entreprises-là à se développer à l'international. Je pense qu'en France, on a beaucoup de pépites avec une technologie forte et qu'on n'a pas encore cette capacité à pousser l'entreprise vers le haut. Nous, on participe beaucoup à beaucoup de salons à l'international et on voit des pavillons complets allemands, italiens, etc. Et les pavillons France sont très peu visibles. Donc aujourd'hui, comment le MEDEF va aider les entreprises à se développer à ce niveau-là? Merci. Merci. Très bonne question qui va être reprise. Alors Dominique, bon, tout le monde peut répondre, hein. C'est une excellente question parce que ça pose effectivement la question du rôle de service du MEDEF. Alors, pour répondre aux deux questions en même temps, en fait, j'ai une seule et même réponse, c'est la constitution de task force. Parce que derrière la constitution de task force, on peut associer des grands donneurs d'ordre, des entreprises de taille intermédiaire, des PME et des start-up. Moi, je l'ai expérimenté pendant 5 ans au MEDEF à travers des task force faits dans le comité sport pour emmener à l'international l'équipe de France économique, où on avait aussi bien du Vinci ou du Bouygues qui construisaient des stades que des ETI qui faisaient de la construction métallique ou des TPE start-up qui faisaient du stade modulaire. Donc le côté, on représente ensemble des task force économiques en notion de chaîne de valeur sur des sujets transversaux comme la ville durable, la transition énergétique, etc. Là, on décilote et les tailles d'entreprise et les métiers. Et d'autres peut dire un mot? Allez-y, priorité à Olivier Clos, bien sûr. TPE, très bon sujet. En fait, si vous regardez, il y a 4 sortes d'entreprises en France, pour simplifier: les TPE, les PME, les ETI et les grandes entreprises. Et aujourd'hui, je pense que le MEDEF n'a pas suffisamment analysé les conséquences de ces choix et des réglementations que nous avons poussées sur les différentes catégories. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, de la même manière que le sujet tout à l'heure, où je me suis exprimé de manière très claire et peut-être pas très bien compris, la petite entreprise, le chef d'entreprise est au four et au moulin. Et la petite entreprise va croître. Il est clair que vous avez un certain nombre d'acteurs, et c'est là qu'il faut jouer collectif. Je pense à la CCI en numéro 1, puisqu'on vous parlez de développement international. Le MEDEF aussi, n'oublions pas Business France, ainsi que la BPI, qui a un certain nombre de rôles d'intervention. Donc il y a un rôle collectif à jouer en s'assurant que chacun fait sa partie et qu'effectivement, nous ayons des équipes. Ensuite, si nous devions changer de modèle, parce que vous êtes dans une entreprise qui probablement, vous m'avez l'air jeune, fonctionne différemment des grandes entreprises, il faut que nous changions le mode de fonctionnement et de réception du MEDEF pour justement permettre à la fois de s'inspirer de vos pratiques, parce que vous êtes dans un monde hyper concurrentiel, et que les grandes entreprises vous regardent et décident de travailler avec vous, de vous aider. Merci. Est-ce que Geoffroy... Oui, juste un mot, je rebondis sur les deux questions d'un coup. Vous avez été président de Croissance Plus, je le rappelle. Voilà, il y a quelques années. J'ai été jeune il y a quelques années aussi. Je viens de perdre 10 secondes de temps de parole. Merci Jérôme. Sur le mot entrepreneur versus le mot patron, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai pris comme slogan de campagne la voix des entrepreneurs. C'est tout bête, mais en termes de sémantique, en termes de pédagogie, il y a tout de suite quelque chose qui se passe. Et sur le sujet des TPE, il faut savoir que la réalité est tout autre que l'image. Et d'ailleurs, Patrick, c'est très bien, Patrick et Frédéric dans les territoires, l'adhérent moyen est beaucoup plus proche de 20-25 salariés. Nationalement, c'est simple, hein, on a 8,3 millions de salariés, 123 000 entreprises adhérentes, ça fait 71 salariés par entreprise. Ce qui est vrai, mais vous l'avez dit, c'est qu'on a un problème d'image, parce qu'on a un problème d'incarnation, on a un problème de porte-parole, et une des choses que je veux faire, c'est multiplier les prises de parole. On est dans un monde médiatique extrêmement dense, il y a 4 chaînes de télé en continu, des réseaux sociaux en permanence qui ont dû tweeter pendant toute la séance. Il faut qu'on ait une armée de porte-parole formés pour aller porter à la fois évidemment l'image du MEDEF, mais plus largement la défense de l'entreprise et de l'économie de marché.
Merci beaucoup. Je voudrais juste dire un petit mot sur un point que vous retrouverez dans mon programme, vous pouvez aller regarder ça sur Internet, c'est d'avoir un Small Business Act à la française. On n'a pas assez, je le dis ouvertement, nos grandes entreprises n'emmènent pas assez avec elles. Certaines le font, mais ce n'est pas dans notre culture, d'emmener les TPE, les PME. Moi, je le vois, et j'ai une petite affaire en Inde, je vois mes concurrents allemands, ils débarquent avec toute la brochette d'entreprises pour créer leur écosystème. On n'a pas encore ça en France. Il faut véritablement que le MEDEF soit moteur là-dessus. Merci. Bon, il est tard, je voudrais remercier... oui, Patrick, pardon, allez-y. Je suis beaucoup plus réservé par rapport à ça. Enfin, moi, je veux bien à l'international. Je suis allé en Europe centrale parce qu'un grand constructeur automobile français qu'on ne nommera pas m'a demandé de l'accompagner dans des conditions convenables. Mon entreprise est très implantée en Afrique de l'Ouest. C'est dans le sillage d'un grand pétrolier français qu'on ne nommera pas. On va s'installer très prochainement en Afrique du Nord. C'est encore un de nos grands clients qui nous sollicite, pas qui nous met le pistolet sous la tempe. Je crois que la vraie réponse, elle est dans les faire réseau. Et moi, c'est une chose que je revendique pour le MEDEF, parce qu'on a des espèces de pudeurs pseudo-intellectuelles et morales, en disant non, on n'est pas là pour faire du business, nous, on est des grands esprits, on façonne la loi, etc. Non, il faut être business. Et typiquement, ce qui se passe au MEDEF Lyon-Rhône, qui fait de l'adhésion à tire-larigot, et notamment de l'adhésion de PME, de TPE, de start-up, etc., c'est qu'ils cultivent tout à fait ce style-là. Leur dernière manifestation, Printemps des entrepreneurs, c'était un truc absolument hallucinant. Alors évidemment, il y avait de la carte de visite qui circulait dans tous les sens, en même temps qu'il y avait des débats de très bonne qualité, sauf ceux auxquels j'ai participé de mon fait. Et voilà, c'est ça doit être une communauté. Moi, je crois à un MEDEF tribal, en définitive. Il faut qu'on aille haut dans le débat des idées, mais il faut qu'on soit également très pragmatique, très business. On est quand même des entrepreneurs. Et donc, c'est la pratique du MEDEF qui change les choses. Après, qu'on s'appelle patron ou entrepreneur, moi, franchement, ce qui m'apporte, c'est qu'on soit respectueux et respecté. Bien, et je crois qu'il est temps de conclure. Je ne sais pas si vous voulez dire les uns ou les autres un mot de conclusion ou si... Je pense qu'on vous a assez bien compris. On a vu des nuances, des différences et un certain nombre de personnalités qui, je crois, vous ne seriez pas le même ou la même si vous étiez président du MEDEF. Mais il y a aussi des points, bien sûr, de convergence qu'on voit bien. Ça reste le MEDEF, néanmoins, avec un rôle à jouer et à réinventer. Je remercie l'Institut du mentorat de la Chambre de commerce avec les 3 représentants qui sont venus vous interpeller, poser des questions. Remercier évidemment la Chambre de commerce de nous avoir accueillis. Vous donnez rendez-vous, je crois, à Azilise, c'est quand le prochain? C'est 7 juillet ou 17 juillet, pardon, pour notre prochaine matinale de la disruption. Vous connaîtrez à cette date le nom du nouveau président ou de la nouvelle présidente du MEDEF, puisque c'est le 3 juillet l'élection, et nous recevrons... Voilà, Fabienne Dulac, la directrice générale d'Orange France. Et en vous remerciant encore d'avoir été présent, la séance est close.